Il est 10h05, on a un petit peu de voilà, un petit souci de connexion. Bonjour de l'île de Ré, donc comme tous les jours, les soleils comme ici à Perpignan, très très grand soleil. Il pleut à l'île de Ré, bon, c'est pas grave. Bonjour de Valence, de Cannes, de Poulet-sur-Rance, presqu'île de Guérande, on est ravis de vous revoir. Toute l'équipe de l'Ain, c'est Soleil Grand-Beau, bravo. Le Gard, Anduze, Limoges, Namur, la Meuse, Pont du Gard, Pays Basque. On est ravis de vous recevoir tous. La Réunion, Alès. Oh là là, il y en a tellement qui rentrent. Vous êtes prévus pour être un peu plus de 300 ce matin avec Jean-Jérôme et Frédéric qui est parmi nous. Saint-Laurent-de-la-Salanque à côté. Bravo, merci aux Catalans d'être parmi nous. La Guadeloupe, le Haut-Rhin, très beau soleil aujourd'hui. On est ravis. Donc, on a Albi sous le soleil, la Vendée, Marrakech et Bandol en même temps. Carole qui nous rejoint, Bayonne. Saint-Palais à côté de Royan, Pralisdo, Saumon, l'île de Ré, Astières, Dinan, vraiment le Périgord, La Rochelle, Chantilly, l'Anjou, Bassin d'Arcachon, Bugey. Vous êtes de partout et on est vraiment les Hauts-de-France, hein. La Belgique également, grand soleil, Antibes, grand soleil, vraiment. Merci d'être là. Le Cher, Berry, Pont d'Arc d'Ardèche, la Vendée un peu humide ce matin, et oui, à proximité du Puy du Fou, le Gros-du-Roi, le Haut-Limousin, Bergerac, l'Aveyron. C'est un vrai tour de France et de ces territoires ultramarins que nous faisons et on est ravis de vous voir ainsi qu'en Wallonie. Et pour le replay, on a énormément de nos cousins québécois que je salue pour le replay qui nous regardent avec 6 heures de décalage. Donc merci d'être parmi nous. La Corrèze, Millau, les Landes, Arcachon. Nous sommes à 250 dans ce webinaire à l'heure où je vous parle. J'en profite pour saluer Jean-Jérôme Danton qui nous rejoint, qui est parmi nous. Salut Jean-Jérôme, c'est toi qui officie aujourd'hui. Salut Bruno. Deuxième visite dans nos webinaires, on est ravis de t'accueillir. Tu as été plébiscité par tous nos participants, donc on va rentrer dans le détail aujourd'hui. Frédéric Fernandez qui est là, donc monsieur SVP, les territoires ariégeois, on a toujours une pensée pour ces territoires reculés, préhistoriques. Je dis ça parce qu'il m'a dit fais gaffe, il y a plein d'Ariégeois qui ne supportent plus tes allusions sur l'Ariège. Donc voilà, non, je suis un Pyrénéen moi aussi. Voilà, chocolat au cœur tendre. Et je suis ravi de saluer tous nos copains ariégeois qui nous regardent et sur toute la région Occitanie aussi. Siorac en Périgord, Limoges, la Savoie, Marie. Bonjour d'Oléron, donc merci à toutes et à tous. Nous sommes 275 à l'heure actuelle et vous pouvez continuer de nous donner vos bonjours. On va commencer comme chaque fois avec quelques partages d'informations et aujourd'hui particulièrement. Donc, dans les partages d'infos, j'insiste sur cette initiative, hein. Je vous invite à scanner avec votre téléphone mobile ce QR code qui va vous renvoyer sur le petit sondage qu'on lance pour vous en tant que professionnel ou en tant que DMO. Il y en a beaucoup qui nous regardent. Nous faire part de vos idées pour la reprise, des idées qui peuvent être des idées marketing, qui peuvent être des idées d'offres spéciales, d'initiatives. On a parlé beaucoup, par exemple, de portes ouvertes au moment de la reprise pour pouvoir montrer dans quelles conditions vos établissements vont accueillir le public. Voilà, donc n'hésitez pas à poster vos idées qu'on partagera avec vous les uns et les autres. Et évidemment qu'on essaiera de véhiculer, de promouvoir au maximum pour que le maximum de territoires et de professionnels comme vous puissiez les reprendre à votre compte et en espérant que cela vous rapporte du résultat. Alors, ce monsieur, c'est Robert Reva, que je ne connais pas, je tiens à le dire, hein, je ne le connais pas ni de près ni de loin. C'est le président de l'Office de tourisme de Lyon. Lui, son idée, ça a été de rembourser la totalité de ses adhésions 2020 à ses adhérents de l'Office de tourisme de Lyon. Donc, c'est un montant très important. Il y a un peu plus de 650 000 euros en jeu et ils sont un peu plus de 620 adhérents. C'est-à-dire qu'il va redistribuer en moyenne 1 000 euros par adhérent à ses adhérents. Évidemment, les offices de tourisme, tous les DMO ne peuvent pas se permettre ce geste, hein. Il faut être accompagné derrière par sa collectivité qui, si on rend l'argent aux adhérents, il y a forcément un trou qu'il va falloir combler. Donc, c'est souvent les collectivités qui vont l'apporter, mais c'est une bonne idée parce que c'est ce qui permet d'aider les professionnels au moment où ils ont le plus besoin de cash. Et donc, ça leur permet, en tout cas, comme vous
vous êtes nombreux à nous regarder et à assister à ces webinaires. Là, vous êtes quasiment 300, on est 295 exactement. Ben, pour vous, 1 000 €, c'est pas rien par les temps qui courent pour restituer une santé à votre trésorerie. Donc, c'est une bonne initiative parce que aider ces pros à se relever vite, ou en tout cas à passer ce cap et à se relever vite, c'est la deuxième séquence. Ben, c'est aussi un investissement intelligent pour cet office de tourisme, pour ce DMO, parce que ça veut dire que ces pros continueront d'adhérer chez lui, seront toujours sur le pied de guerre pour pouvoir continuer à participer à des actions collectives à travers l'office de tourisme. Et ce sont des initiatives que vous, en tant que DMO, ben, quand vous en avez les moyens, évidemment, hein, tout le monde, tous les offices et tous les CDT n'ont pas ces moyens-là, mais quand vous avez les moyens, ben, c'est des initiatives qu'il ne faut pas hésiter à prendre. Ça fait partie des vraies bonnes idées que nous souhaitons mettre en avant à l'occasion de ces communications. Alors, tous les DMO ne sont pas ravis par ces bonnes idées, je me permets d'insister, puisque nous avons fait un webinaire la semaine dernière sur quelles bonnes idées les DMO pouvaient apporter, est-ce qu'ils pouvaient vous apporter une assistance dans ces moments-là. Et donc, évidemment, on ne fait pas que des contents, et on m'a envoyé un petit mail qu'un responsable d'organisation régionale avait envoyé à ses offices de tourisme adhérents en disant que Eloa participait à travers ces webinaires à une action d'affaiblissement des DMO, rien que ça, vous voyez. Donc, au moment où il y a beaucoup d'entreprises touristiques qui sont en train de savoir si elles ne vont pas passer le cap de l'été, il y a des gens bien au chaud dans leur bureau qui se posent la question de savoir si on est en train d'affaiblir leur structure ou pas. Donc, il y a un problème de survie pour les entreprises touristiques, mais il y en a certains bien planqués. Je ne citerai pas son nom, mais je sais qu'il nous regarde et qu'il nous écoute. Donc, au lieu d'écrire dans ce genre de mail, il ferait mieux de méditer cette phrase de ce proverbe chinois, c'est que quand le sage désigne la lune, en l'occurrence, le fait de se battre aujourd'hui auprès des professionnels en priorité pour les aider à se redresser, pour redresser le tourisme, ben, l'idiot regarde le doigt. Lui, son souci, c'est qu'il se dit que tout ce qu'on est en train de faire et tout ce qu'on est en train de dire, c'est finalement contre les DMO. Ce n'est absolument pas le cas, ce n'est pas le propos des lois. Au contraire, nous considérons qu'aujourd'hui, la priorité, c'est d'aider les professionnels du tourisme avec les DMO qui jouent le jeu et qui sont à fond mobilisés. Et ils sont très nombreux à être mobilisés auprès des professionnels parce que c'est dans cette mêlée, c'est dans ce pack qu'on va redresser l'activité dès que le confinement sera terminé. Et on sait aujourd'hui que ça va être un problème particulier à gérer parce que les conditions du déconfinement ne sont pas encore connues. On parle de progressivité, donc il faudra faire preuve d'intelligence, de constructivité, de positivisme, d'engagement, ce que nous faisons avec les professionnels depuis 3 semaines pour trouver les bonnes solutions. Alors, les esprits chagrins qui, dans certains bureaux, considèrent que nous sommes en train de travailler à leur affaiblissement, à l'affaiblissement de leur structure, je veux leur rappeler quelques principes de base. Un, ce sont les professionnels qui font le tourisme. Ce sont les entreprises du tourisme qui créent l'emploi dans le tourisme et qui font vivre le tourisme. Et mettez-vous-le bien en tête pour les esprits chagrins, encore une fois. Les esprits chagrins dans ce genre de structure qui critiquent nos actions. 3, ce sont les pros et les voyageurs qui font vivre les DMO à travers le paiement des taxes séjour, 365 millions d'euros collectés par les professionnels, versés aux collectivités et aux DMO chaque année, et à travers les cotisations. 4, demander l'avis aux professionnels sur ce que l'on peut faire pour les accompagner. Ça n'affaiblit pas les professionnels. Au contraire, ça renforce les professionnels et donc ça renforce les DMO. Confère l'exemple de Lyon, ça renforce les DMO dans leur action, dans la justesse de leur action, dans la pérennité de leur action. 5, aider les pros à se relever, ça aide tout le monde, à commencer par les DMO eux-mêmes. Parce que si votre industrie elle se casse la gueule et s'il vous reste que des gens qui n'ont pas les moyens de payer des cotisations, je donne pas cher de la pérennité de vos structures. Donc les DMO qui font le job, et j'insiste pour que ce soit parfaitement clair, parce que j'en connais beaucoup et ce sont beaucoup des partenaires. Les DMO qui font le job, et il y en a une majorité en France, fort heureusement, ceux-là, ils n'ont aucune crainte à avoir sur leur avenir. Au contraire, parce que dans les temps qui courent, les mecs qui sont au feu dans les DMO, qui sont au plus près des pros, et ils sont nombreux, ces gens-là, on reconnaîtra leur vertu, on reconnaîtra leur rôle à juste titre. Alors, mesdames, messieurs, les esprits chagrins, ceux qui se planquent dans leur petit groupe Facebook et ceux qui sont en train de critiquer l'action de Eloa, si vous voulez, vous la fermez une fois pour toutes, vous vous concentrez sur votre boulot et vous aidez les pros. Voilà le message que j'ai à vous passer parce qu'il y en a un peu marre aujourd'hui de s'entendre critiquer par des gens qui sont systématiquement en train de prendre le contre-pied des initiatives que les gens qui sont au feu pour préparer la survie de l'économie touristique
la relance de l'économie touristique prenne. Et Eloi, au premier chef, évidemment, avec tous les professionnels qui sont là et qui, je le vois à travers leurs commentaires, approuvent cette position. Alors, de grâce, hein, vous oubliez tout ça, vous pensez un peu aux autres, vous pensez à ceux qui créent le tourisme et ceux qui font se battre le tourisme et se développer le tourisme, et je vous garantis que tout le monde s'en sortira mieux. Et je donne un salut amical à tous les DMO, et ils sont nombreux, j'insiste, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, et relisez nos articles dans le blog, à tous les DMO qui se battent sur le terrain, et ils sont très nombreux, j'insiste là-dessus. Vous avez notre reconnaissance à plus totale, et les professionnels sauront reconnaître toutes celles et ceux qui se sont battus à leur côté. Voilà, excusez-moi, c'est un petit coup de gueule, mais franchement, quand on a autant d'entreprises touristiques, autant d'entrepreneurs, de commerçants du tourisme qui sont plongés dans les difficultés, dans l'inconnu de savoir comment et quand leur activité va reprendre, comment ils vont sortir de cette saison estivale, franchement, ces petites interrogations de petites gens sont en train de nous faire sortir de nos gonds. Voilà, donc je n'ai pas trop l'habitude de ça, je suis peut-être considéré comme une grande gueule, mais oui messieurs, mais oui mesdames, c'est aujourd'hui qu'il faut se battre pour le tourisme et auprès des pros, et croyez-moi, c'est maintenant et pas dans 4 semaines ou quand la guerre sera terminée. Voilà, j'ai terminé, on va passer à autre chose, on va faire redescendre la pression. Le webinaire, le mode d'emploi, donc on se bat pendant 45 minutes sur des bonnes choses, sur des bonnes présentations constructives qui aident les gens. Hein, voilà. Donc, on coupe les micros pour l'instant. Je vais relever toutes les conversations. Il y a beaucoup de membres qui veulent faire leur part de leurs commentaires et on aura un débat là-dessus s'il le faut. Et vous pouvez poser vos questions sur questions-réponses. Voilà Jean-Jérôme, c'est une introduction très constructive de ma part. Punchy. Le ton est donné, à toi de jouer. On va parler de comment créer des campagnes Facebook de A à Z. Tout à fait. Bon, alors pour enchaîner sur cette mise au point, moi je prenais premièrement, j'ai vraiment à cœur de mener ce webinaire pour la simple et bonne raison que c'est un peu le cœur de mon activité, non pas les ads, mais en fait le soutien aux DMO et aux différents hébergeurs, en tout cas aux acteurs du tourisme. Dans ce sens-là, mon constat s'est fait il y a quelques années quand j'étais responsable des événements pour l'Office de tourisme et la mairie de Samoin, donc qui est une station de ski en Haute-Savoie, où effectivement je me suis rendu compte que finalement on était très très peu indépendants, les offices de tourisme, mais aussi les hébergeurs, sur notre manière de gérer notre communication. Donc j'ai créé un peu ma structure de conseil en 2015 dans ce sens-là pour aider tous les utilisateurs et tous les acteurs des territoires à finalement pas être forcément dépendant de gros investissements en publicitaire auprès d'agences de communication, mais aussi de gagner en indépendance. Donc c'est vraiment le sujet de ce petit webinaire d'aujourd'hui, parce que c'est un peu la logique de fond de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire par soi-même finalement, comment on peut faire des choses aussi pour communiquer. On est dans une période difficile où effectivement les investissements communication et publicitaires sont un peu plus limités. Donc c'est pour moi le bon moment aussi de vous expliquer en quelques minutes, parce qu'on a un temps assez réduit pour faire le tour, donc je vais simplifier, puis on pourra rentrer dans le détail sur d'autres moments. Mais en tout cas, de voir comment on peut travailler en ads sur Facebook, principalement pour mettre en avant notre structure, qu'on soit hébergeur, qu'on soit office de tourisme, DMO, etc. Alors, je vais vous faire un petit partage d'écran, juste le temps. Hop, là. Je te laisse. Tu veux que je prenne le contrôle sur le partage d'écran, Bruno? C'est bon? Tu m'autorises? C'est tout bon. Hop, voilà. Je le cale comme il faut. Alors, je vous explique juste, je cale un petit peu ce partage d'écran parce que forcément, j'ai pas mal de clients quelques clients qui m'ont laissé utiliser leurs différents outils sur les réseaux sociaux pour vous partager des contenus les plus intéressants possibles. Donc, effectivement, dans cette logique-là, je préserve un peu leur intimité en masquant l'URL qui est au-dessus, qui donne aussi des ID concernant leur compte Facebook. Voilà, c'est calé, c'est tout bon. Je tiens premièrement du coup à remercier ces clients-là. Il s'agit de Pradly Saumon que j'ai vu dans la conversation qui sont présents. Donc merci à vous, merci Laurence. Et également de Anna Veladia qui est aussi c'est un e-commerce en ligne, mais qui a un gros investissement ads mensuel et pour lequel on va pouvoir travailler un petit peu sur leurs statistiques.
Donc voilà, pour faire simple, finalement, pourquoi faire de l'AD sur Facebook? Alors, je vous en ai parlé sur le premier webinaire il y a un peu plus d'une semaine, c'était même une semaine et demie, où on avait fait un petit peu le tour. On s'était dit, bon, ok, comment on travaille en tout cas, comment on travaille sur Facebook, et on s'était dit, ben, effectivement, à la reprise, ce serait intéressant de travailler plus particulièrement tout ce qui était publicitaire. Hein. Quand je parle d'ads, on parle bien de toute la publicité sur les réseaux sociaux. Les raisons pour lesquelles il est important de travailler à la reprise d'activités sur publicités sur les réseaux sociaux, c'est premièrement que finalement, la portée naturelle de tout ce que vous allez pouvoir faire sur les réseaux sociaux est finalement assez limité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Facebook, ainsi que tous les réseaux sociaux, travaillent de manière à faire en sorte que l'utilisateur reste le plus captif possible. Pourquoi? Parce que le modèle économique d'un Facebook, Instagram, Snapchat, etc., c'est de faire en sorte que vous consommiez de la pub sur leur plateforme. Donc, dès qu'un utilisateur part de la plateforme, ils ont un manque à gagner en publicité. Et donc, forcément, leur intérêt, c'est quand un utilisateur quitte la plateforme, il va la quitter à travers une publicité. C'est l'une des problématiques qu'on a principalement sur les réseaux sociaux, c'est que quand on va diffuser des contenus sur les réseaux sociaux, la portée de tous les liens qu'on va pouvoir poser est extrêmement limitée. C'est quelque chose de très volontaire de la part des différentes plateformes pour faire en sorte, effectivement, que quand l'utilisateur parte, ça génère des revenus pour la plateforme en question. Donc voilà un petit peu le fond de l'idée et pourquoi c'est aussi important à la reprise de travailler en Facebook Ads. Parce que pour pouvoir drainer du trafic à l'extérieur de Facebook et donc faire venir des sites web sur des plateformes de réservation sur votre site web pour montrer votre marque, pour travailler plus en profondeur votre discours, il va falloir les faire sortir à un moment ou à un autre de Facebook, parce que leur afficher des belles photos, leur afficher des belles vidéos sur les réseaux sociaux, c'est une chose, ça fonctionne très bien pour la notoriété, mais en termes de conversion, ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc, l'idée est là, c'est d'utiliser tout ce qui est Facebook Ads à travers Facebook, à travers Instagram notamment. Vous pouvez aussi faire de la pub sur Messenger et bientôt sur WhatsApp à travers cet outil-là, pour pouvoir drainer du trafic vers l'extérieur des réseaux sociaux et donc vraiment travailler de la conversion et faire en sorte, alors ce que j'appelle la conversion, c'est vraiment les utilisateurs qui viennent réserver, acheter directement sur votre site, sur votre plateforme. On pourrait se dire, OK, ben on peut aussi utiliser Google Ads. Google Ads, c'est une bonne chose, seulement on a un petit problème, principalement dans le tourisme, quand je l'observe avec mes clients généralement, c'est que finalement le volume de recherche sur les mots-clés des territoires est finalement très centré sur les territoires eux-mêmes. Je vous prends l'exemple de près de Lissement. Quand on fait une recherche sur station de ski France, on se retrouve avec des volumes de recherche autour des 3000 recherches par mois sur station de ski de France. Si on prend Prat de Lissement en soi, on est déjà à 4000. Sur des stations plus connues, on est sur des volumes beaucoup plus importants. Si je vous prends par exemple Léger, on est sur 6000 recherches par mois. Donc, on se rend compte que finalement, l'utilisateur, quand il utilise Google, il cherche déjà une destination, il a déjà trouvé quelque chose, ou alors il va se chercher un outil comparatif et donc il ne va pas se chercher un site web de destination touristique, il va se chercher autre chose. Donc, moi j'ai tendance à mettre Google Ads un peu de côté parce que en termes de force de publicité et d'efficacité de la publicité, on sera beaucoup moins efficace qu'un Facebook où l'utilisateur est ouvert au contenu, il n'est pas orienté, il ne va pas chercher quelque chose de précis et donc on va pouvoir lui proposer des publicités beaucoup plus attrayantes et sur lesquelles il sera beaucoup plus ouvert d'esprit. Je vous ai parlé du naturel juste avant. Et enfin, forcément, la solution, c'est de travailler en ads. Alors, on peut parler de Facebook, Insta, Messenger, mais je vais rentrer un petit peu dans le détail. Alors, comment fait-on tout ça? J'accélère un petit peu parce que forcément, on est un peu réduit au niveau du temps. Est-ce que tu veux faire une petite part question sur cette slide, Bruno ou Frédéric, ou on continue? Pas de questions pour l'instant. Simplement par rapport aux questions, mais moi, à la limite, c'est plus de la synthèse. Donc, on est d'accord aujourd'hui. Je suis les principes que tu évoques concernent aussi un territoire, mais ça concerne un hôtel, une maison d'hôte, un camping, un professionnel du tourisme. Donc aujourd'hui, dans une perspective de reprise, si je n'ai pas beaucoup d'argent à dépenser, et c'est normal par les temps qui courent, je vais plutôt aller vers du Facebook que vers de la publicité sur Google. Et donc, parce que sur Google, sur Facebook, pardon, j'ai affaire à un public qui a cette dimension affinitaire. Ils ont des affinités avec les
les thèmes, avec la nature de mon établissement, avec le principe de vacances que je propose. Et par conséquent, je vais avoir un effet de levier de ma publicité ou une efficacité plus importante. On est d'accord? Pour tous les Tout profils. à fait. Voilà. On pourrait, voilà, sur les algorithmes de Facebook, on pourrait y passer quelques heures à en discuter, mais ton résumé est très très bon. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un utilisateur de Google cherche un contenu précis. Un utilisateur de Facebook ou de tous les réseaux sociaux est ouvert au contenu et scrolle du contenu. Donc, finalement, l'utilisateur de Google va être orienté, va chercher quelque chose de très précis. Il va chercher vraiment à avoir un contenu qu'il a déjà imaginé avant même d'avoir tapé sa recherche, parce qu'il travaille sa recherche pour trouver un contenu spécifique. Alors que sur les réseaux sociaux, on est vraiment sur une nouvelle logique, un comportement qui a complètement émergé sur le web à partir de 2010, on va dire à peu près comme ça en Europe, où l'utilisateur parcourt du contenu, mange du contenu, est prêt à regarder les contenus, et puis à un moment donné, il s'arrête sur un contenu parce que ce contenu va l'intéresser plus qu'un autre. Donc on est vraiment sur une tendance de navigation qui est complètement différente, et du coup l'utilisateur est beaucoup plus sensible et beaucoup plus réceptif à des publicités sur Facebook ou sur des sujets qu'il n'aurait pas forcément recherchés, alors que sur Google, forcément, il va falloir aller chercher des mots-clés très spécifiques et puis se placer sur la meilleure station de ski de France. Honnêtement, il y a énormément de stations qui essayent sur Google et c'est extrêmement compliqué et c'est tellement concurrentiel que forcément, en investissement, ça représente beaucoup plus que sur les réseaux sociaux. J'ai deux remarques à ce stade. La première, effectivement, j'essaie de synthétiser par rapport à notre public qui est très, très hétérogène. J'essaie de faire la synthèse chaque fois des interventions, de dire, premièrement, quand on va sur Google, en fait, on va forcément aller chercher on va essayer de se connecter à des gens qui vont taper des expressions. Et donc là, la difficulté, c'est de trouver les bonnes expressions. Et puis souvent, quand on a trouvé les bonnes expressions, les bons mots-clés, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à les avoir identifiés, que par le phénomène des enchères sur Google, ça peut revenir très cher. Alors que sur Facebook, on va plutôt cibler des profils de personnes, c'est-à-dire les gens, on va le voir, j'imagine, dans tes slides suivantes, on va cibler les gens qui vont être à proximité de chez moi, qui ont plutôt une affinité avec les maisons d'hôtes, avec les campings, avec ma destination. Donc, on a un ciblage, je dirais, pour quelqu'un qui débute dans la publicité sur les réseaux sociaux, qui est peut-être plus facile à concevoir et à mettre en œuvre sur Facebook que sur Google. Notamment, et c'était ma deuxième remarque, dans un contexte de démarrage de post-Covid, où on va aller chercher à toucher le marché local à travers ces moyens publicitaires. Alors, oui et non, mais je vais y répondre après pour la simple et bonne raison que les outils de ciblage ont complètement changé avec les outils d'intelligence artificielle de Facebook et de Google et qu'on va arrêter de cibler par tranche d'âge, par secteur, par critères démographiques et géographiques. Et on va aller chercher directement les utilisateurs qui ont le comportement le plus proche des utilisateurs qu'on peut avoir, ou en tout cas des clients qu'on peut avoir nous de notre côté. Mais je vais rentrer dans le détail un peu après. Donc, voilà. Mais en tout cas, ce qui change vraiment, en tout cas entre les deux, c'est la réceptivité à la publicité qui est quand même beaucoup plus facile sur Facebook, alors que sur Google, faire une publicité sur une requête est très compliqué dans le sens où il faut vraiment se placer d'une manière spécifique. Alors là, je parle des publicités en ads search sur Google, hein, c'est vraiment tout ce qui est recherche. On peut extraire aussi sur ce qui est ads, tout ce qui est retargeting à travers du display, donc c'est les petits encarts. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des sites comme Zalando ou Sarenza, vous avez votre petite dernière paire de chaussures. Voilà, c'est important de préciser ces acronymes parce qu'il y a beaucoup d'acronymes, beaucoup d'anglicismes de ça. Mais c'était bien de montrer cet exemple de retargeting en disant c'est la fameuse publicité que vous voyez sur des chaussures sur tous les sites que vous allez visiter, alors qu'il y a 2 heures auparavant ou 2 jours avant, vous étiez allé sur Zalando. Tout à fait. Autre chose sur laquelle je souhaitais juste revenir avant de passer à la slide suivante, c'est que très très important, je vous ai dit il y a 1 semaine et demie que les Facebook Ads, ou en tout cas les ads en ce moment, n'étaient pas très rentables. Ça, c'est quelque chose qu'il faut complètement revoir parce que comme tout le monde a coupé tous les budgets de publicité, finalement, le coût au clic, le coût pour 1000, on va dire comme ça, le coût pour 1000 a vraiment réduit. Il est habituellement autour des 6-8 euros sur Facebook, donc c'est coût pour 1000 vues ou coût pour 1000 clics, hein, mais en tout cas, il est autour des 6-8 euros et en ce moment, il tourne autour des 3-4 euros. Donc, on se rend compte qu'on peut communiquer avec beaucoup plus de monde pour moitié moins cher, en tout cas pour le même nombre de personnes pour moitié moins cher. Donc, en ce moment, voilà. On est dans un contexte de crise spécifique. Tous les spécialistes qui vont vous faire des pronostics risquent de se planter.
C'était le cas de ce que je vous ai dit il y a une semaine. C'est important de comprendre que tout évolue très très vite. On ne sait même pas exactement comment va être la reprise juste derrière. Mais en tout cas, en ce moment, au jour du 6 avril, les budgets ads sont beaucoup plus rentables qu'il y a une semaine et ça vaut la peine d'investir en ce moment sur de l'ads. Alors comment le faire? On pourra travailler un peu dessus. Mais en tout cas, je vais rentrer dans le sujet un peu après. Alors, l'idée de base pour pouvoir travailler donc des publicités sur Facebook, c'est d'utiliser l'outil Facebook Business Manager. Pour la simple et bonne raison, en fait, vous pouvez travailler des publicités directement depuis votre page Facebook en sponsorisé. Vous l'avez peut-être déjà tous fait. Vous avez ce petit point sponsorisé sur une publicité. À la limite, je peux même vous le faire voir. Hop, ce sera plus simple. Tac. Là, si je vais ici, si je vais sur l'une de mes pages, on va prendre celle-là. Voilà. Si ça va bien. Voilà. Ici, vous avez la possibilité de booster une publication, de faire du sponsorisé directement. Cette solution, en fait, finalement, elle n'est pas très, très intéressante pour la simple et bonne raison qu'elle permet de booster l'audience d'une publication sur Facebook. Ça va faire de la publicité pour faire en sorte que votre publication soit plus likée, soit plus partagée, soit plus vue globalement. C'est une bonne chose pour la notoriété, ça peut être très utile, mais finalement, quand vous voulez faire de la conversion, c'est-à-dire faire venir des utilisateurs sur votre site web pour qu'ils achètent, là, ça va vous poser un souci parce que vous n'avez pas de possibilité de faire en sorte de faire sortir votre utilisateur. Donc, utiliser Facebook Business Manager, c'est la meilleure solution pour pouvoir vraiment travailler des stratégies très spécifiques. Je vais vous le faire voir un petit peu après quand on va créer une publicité. Vous verrez un petit peu comment on peut choisir les stratégies publicitaires qu'on peut mettre en place. Ensuite, l'autre raison pour laquelle c'est utile d'utiliser Facebook Business Manager, c'est pour la création d'audience. Vous pouvez créer des audiences et les laisser tourner. On va travailler une audience, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. On va le faire assez rapidement, mais au moins ça vous donnera un peu l'idée. Vous allez pouvoir vraiment poser aussi ce qu'on appelle un pixel. Alors, je vais revenir dessus juste après, un pixel Facebook sur votre site pour qu'il traque un peu tout ce qui se passe dessus et puis qu'il puisse reconnaître tous les utilisateurs Facebook qui ont utilisé votre site d'une manière ou d'une autre pour les retargeter derrière, pour leur réadresser votre publicité de la bonne manière derrière. Donc voilà, et forcément, vous avez aussi tout le suivi statistique qui est beaucoup plus précis que quand vous faites de la publicité depuis vos pages Facebook, qui est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, Facebook Business Manager, c'est un outil gratuit, hein, je ne fais aucune publicité pour eux, c'est juste que c'est un outil qui est beaucoup plus poussé que le système de base pour pouvoir créer de la publicité. Donc là pareil, on évite la tentation, entre guillemets, de la facilité qui consiste à avoir un post, à booster ce post, et on rentre vraiment dans une démarche un peu plus experte, on va dire, si on veut être efficace en matière de gestion de la publicité sur Facebook. On est OK. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors, je vous fais voir juste en rentrant sur mon compte Business Manager. Si vous n'en avez pas de compte Business Manager, vous pouvez le créer ici, tout simplement. Hop. Je rentre dans mon compte. Alors, ça, c'est un compte vierge que j'utilise pas pour mes clients, mais comme ça vous donne une démonstration. Et là, je suis dans l'outil Facebook Business Manager. Alors, je ne vais pas vous faire voir l'URL, mais en tout cas, c'est businessfacebook.com. Et ici, vous avez accès à tout un tas d'outils qui sont très spécifiques, qui vous permettent de faire plein de choses. On ne va pas rentrer dans tout le détail, mais on va en utiliser quelques-uns sur la présentation. Est-ce que ça te semble clair, Bruno? On passe à la slide suivante? Très bien, oui. Super. Alors, pour utiliser Facebook Business Manager, la première chose, c'est d'installer le pixel Facebook. Alors, qu'est-ce que c'est que le pixel Facebook? C'est finalement un petit morceau de code, un script, tout simplement. On l'appelle pixel parce que d'un point de vue code, ça ressemble à un pixel invisible, on va le dire comme ça. Mais en tout cas, on va l'installer sur notre site web, on va l'installer sur les différents outils qu'on peut avoir. On peut le mettre, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Alors, Bruno t'en dira peut-être un mot sur cette partie LOA. Voilà. Sur n'importe quelle interface que vous allez utiliser, dont vous êtes propriétaire, vous allez pouvoir le poser. Le rôle du pixel Facebook, c'est tout simplement qu'il analyse tout ce qui se passe sur votre site web. Vous avez exactement la même chose chez Google. C'est le pixel Google Analytics. Vous avez aussi le pixel Google Ads.
On permet à Facebook ou à Google d'analyser tout ce qui se passe sur notre site web, comment les utilisateurs utilisent notre site web et de reconnaître ces utilisateurs sur la plateforme après. C'est très, très utile pour ce qui est retargeting parce que finalement, on va reconnaître des comportements et faire en sorte que Facebook réadresse de la publicité aux personnes qui se sont comportées d'une manière ou d'une autre sur notre site web, sur notre plateforme, sur notre interface de vente, etc., etc. Il y a une partie spécifique pour intégrer votre pixel sur votre site Eloa. Il y a tout un outil dans la desk que vous pouvez trouver dans le FAQ de Eloa. Bruno, je te laisse dire un mot dessus. Oui, vous pouvez, alors pour les clients d'Eloa, vous pouvez vous rendre sur la base de connaissances, vous tapez Facebook et vous aurez toute l'explication évidemment, mais on vous en donnera tout à l'heure. Donc vous pouvez, dans votre site Magic et dans votre moteur de réservation Eloa, vous pouvez intégrer le pixel Facebook. Donc effectivement, ça permettra, lorsque vous allez lancer des campagnes, dont on va voir le déroulé avec Jean-Jérôme ce matin, lorsque vous allez lancer des campagnes sur Facebook, ça vous permettra de suivre l'efficacité de vos campagnes en matière de nombre de personnes que Facebook aura acheminées dans votre moteur de réservation et donc le nombre de personnes qui auront fini par réserver en provenance de Facebook. Donc cela vous permettra de mettre en rapport de manière extrêmement bien tracée, de mettre en rapport le budget que vous avez investi sur Facebook, sur une opération donnée, et les résultats en matière de réservation au centime près que ces publicités sur Facebook auront rapporté sur votre site et sur votre moteur de réservation. Le pixel Facebook, il y a une question qui a été posée, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve dans le Facebook Business Manager. Donc, je vais te faire voir comment l'installer, Bruno. C'est Jérôme qui va vous le montrer, puisqu'en fait, c'est une question, donc ça me permet de faire la transition. Parfait. Juste une question aussi avant de continuer, Jean-Jean. Est-ce qu'il faut avoir une large audience, un grand nombre d'amis sur sa page pour communiquer? Alors non, parce que finalement, vos ads, elles ne dépendent pas du tout de votre page. Vous pouvez créer des publicités par rapport à l'audience de votre page Facebook, mais vous pouvez aussi créer des publicités avec une page qui n'a pas de fans, peu importe. À partir du moment où vous allez utiliser des audiences qui sont sorties du pixel, ça ne dépend pas du tout finalement de la taille de votre page. Ça n'a strictement rien à voir. L'audience que vous allez avoir en ads n'a strictement rien à voir avec l'audience que vous avez en naturel sur les réseaux sociaux et sur Facebook ou Instagram. On parle de, juste pour refaire une mise au point, Facebook Business Manager vous permet de faire de la pub sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger, bientôt, en tout cas c'est déjà le cas aux États-Unis, sur WhatsApp. Donc sur tous les produits de Facebook les plus utilisés, on parle surtout de cet outil-là pour la simple et bonne raison que les décideurs du séjour touristique dans les familles sont des utilisateurs principalement de Facebook et Instagram. Donc c'est pour ça qu'on travaille plus particulièrement sur ce sujet-là dans ce webinaire. Alors, pour faire simple, il y a aussi une question bête que je me suis posée. Créer un pixel Facebook, pourquoi le créer soi-même? Typiquement, quand vous allez faire appel à une agence de communication, ils vont forcément créer ce pixel, l'installer sur votre site web et puis vous créez des publicités. L'inconvénient, c'est quand vous changez d'agence, elle crée un nouveau pixel. Quand vous avez plusieurs campagnes, souvent vous avez des pixels qui vont s'amonceler sur votre site web. Donc l'idée est d'avoir un seul pixel auquel vous pouvez donner accès à vos différentes agences si vous avez besoin de faire appel à une agence. C'est la bonne solution pour la simple bonne raison que vous rajoutez encore des scripts à chaque fois sur votre site web et à chaque fois vous alourdissez le script, en tout cas le chargement de votre site web et vous allez le ralentir. Donc, créez votre propre pixel. Si vous voulez le mettre à disposition d'agences, c'est tout à fait possible dans Business Manager, mais en tout cas, créez le vôtre, ayez toutes ces données parce que c'est aussi toutes les données d'utilisateurs de vos sites web, c'est des données anonymes, mais quoi qu'il en soit, c'est des données des utilisateurs de vos sites web auxquels vous avez accès à travers le pixel parce que vous avez un outil statistique dédié. Alors donc un seul pixel, on est d'accord, pour résumer, un seul pixel. Beaucoup de demandes, oui, mais comment on l'installe? Alors, le pixel, encore une fois, pour les utilisateurs de Eloa, je vous renvoie à la base de connaissances et on va vous renvoyer un lien tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, c'est un simple copier-coller. Vous allez copier le pixel à l'endroit où Jean-Jérôme va vous le montrer, puis vous allez le coller dans le champ accessible directement dans votre compte Eloa. Donc, c'est très facile à faire, c'est à la portée de n'importe quelle main. Voilà. Voilà, je vous le fais voir directement, comme ça c'est une manip assez simple finalement. Donc ici, je suis dans mon Facebook Business Manager, j'ai mon gestionnaire d'événements, j'ai mes pixels, donc ici je clique sur pixel tout simplement. Ici, forcément Facebook me dit là sur ce compte-là, j'ai aucun pixel, donc je peux me dire ok, je veux créer un pixel.
tout simplement. Hop là, alors je lui donne un petit nom. Là, je lui donnais pixel. Comme on ne peut pas les supprimer, c'est bien de leur donner un petit nom intéressant. Hop. OK. Tac. Là, je vais dire, je veux que tu surveilles. C'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé de l'indiquer là, mais bon, ça simplifie les choses aussi. Donc là, je veux qu'il traque sur mon site web à moi. Hop. Ici, ça me propose la création. Hop, voilà, le pixel est créé. Et là, vous avez plusieurs options. Donc là, vous pouvez ajouter un code à l'aide d'un partenaire d'intégration. Donc là, c'est donner un accès à quelqu'un, à une agence notamment, pour qu'elle puisse utiliser ce code. Ajouter manuellement le code du pixel à mon site web. Donc, si vous avez un WordPress, donc ça, c'est un CMS pour créer votre site web. Si vous avez même du Wix, si vous avez tout un tas d'interfaces qu'on utilise, ce qu'on appelle des CMS pour créer des sites web, vous pouvez tout à fait l'intégrer de manière très, très simple dans chacune de ces interfaces. Il y a plein de tutos. Voilà. Au besoin, je donne aussi des formations sur cette logique-là. L'idée de base, c'est de toute façon de l'intégrer. Et si vous ne savez pas comment l'intégrer sur votre site web, vous pouvez adresser un email à votre webmaster pour lui envoyer directement le code pour qu'il puisse l'intégrer directement sur votre site web. Donc, voilà, Facebook a tout fait pour que ce soit extrêmement simple. Si vous avez les mains pour pouvoir travailler votre site web vous-même, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas la main dessus, vous pouvez l'envoyer à l'agence qui s'occupe de votre site web ou à votre webmaster pour qu'il s'en occupe. C'est une opération qui prend a priori, on va dire 2 minutes et demie. Donc, si on vous facture 1 000 € pour ça, posez-vous des questions. Mais je l'ai déjà vu, donc c'est pour ça que je le dis. Mais en tout cas, c'est extrêmement simple et ça se fait très, très bien. Alors, Jean-Jérôme, pour les utilisateurs d'Eloa, donc c'est la deuxième option que vous pouvez choisir, hein, c'est ajouter manuellement le code du pixel. Et puis, justement, je pense qu'on va aller à la suite puisqu'on nous dit, mais ça ressemble à quoi un pixel Facebook? Voilà, donc. Alors, on va aller sur cette partie-là. C'est un morceau de code, c'est celui-là. Donc voilà, c'est juste un morceau de code que vous allez pouvoir, juste en cliquant dessus, le copier. Voilà, là, ça me l'a copié. Et je peux venir après l'intégrer dans la petite case destinée à ça, dans Eloa, dans WordPress, dans Wix. Alors dans Wix, ce sera même l'option précédente parce que du coup, on peut intégrer juste l'ID du code. Voilà. Mais c'est finalement assez simple. Ça, c'est le morceau de code, mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas à le manipuler. C'est juste un copier-coller que vous pouvez faire quand vous envoyez l'email à votre webmaster. Ça envoie directement ce morceau de code très simplement à votre webmaster. C'est extrêmement simple. Donc là, pareil, ne vous laissez pas préoccuper par l'apparence absconce de ce pixel, de ce code. Hein. Ce code, vous n'avez pas à le manipuler, sauf qu'à le copier et à le coller. Il n'y a rien à faire à l'intérieur. Ce code, il faut le positionner à la fois sur votre site Internet, qu'il soit fait sous un CMS particulier, un Wix, un WordPress ou un site Magic Eloa, et à la fois dans votre moteur de réservation s'il permet d'intégrer le pixel. Donc c'est pareil, vous collez. Donc il y a au plus 2 opérations à faire, votre site et votre moteur de réservation. Et ne vous laissez pas impressionner par l'apparence de ce code. Voilà, ne vous souciez même pas de ce qui est écrit à l'intérieur. Oui, c'est finalement extrêmement simple. C'est un copier-coller à faire. Ça va très, très vite. Et une fois qu'il est en place, il va commencer à surveiller ce qui se passe sur votre site. Alors, je peux peut-être vous faire voir rapidement. Il y a une question, pardon, je crois que les gens, sur la page d'accueil, on le colle sur la page d'accueil, sur chaque page du site, point d'interrogation, ou sur le site Eloa, vous me conseillez Eloa de vous le montrer. Non. Mais de bien expliquer qu'il y a des endroits particuliers pour mettre le pixel sur chaque CMS. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail technique, vas-y Bruno, je te laisse parler. Non, a priori, les pixels et les tags, ce qu'on appelle les tags, y compris lorsqu'il s'agit des balises Google, vous devez les mettre dans la balise Aide de votre site Internet quand vous avez la main sur le HTML de votre site ou quand la plateforme qui équipe votre site ne vous permet pas, soit elle vous permet comme nous de coller simplement le pixel ou le tag et on le positionne là où il faut le positionner automatiquement, soit vous devez le positionner à la main dans du HTML et notamment dans les balises head ou body de votre site selon qu'il soit fait sur WordPress ou ailleurs. Donc ça, vous devez regarder la documentation de votre générateur de site Internet. Pour les gens qui sont sur Eloa, vous le collez, puis terminé, ça se positionnera partout. Voilà, donc ça c'est pour la réponse. Et sur le moteur de réservation, essentiel, sinon vous allez perdre la traçabilité de l'action de surveillance du pixel, on va dire, pour remonter l'information chez Facebook.
Voilà. Pour répondre à la question encore plus précisément, le pixel, il faut le coller sur toutes les pages, mais en fait, dans n'importe quel site web, vous avez des morceaux de code qui sont faits pour structurer la même partie du site web sur chacune des pages. Donc, en fait, on va le coller à un endroit spécifique. Généralement, Facebook ou Google, quand vous faites le pixel, vous conseille de le coller dans la balise à la fin ce qu'on appelle du header. Donc, c'est un morceau de code spécifique. Quoi qu'il en soit, vous n'aurez pas à définir précisément où vous allez le coller parce que même si vous êtes sur WordPress, vous pouvez très bien télécharger un plugin qui vous installe directement. Vous avez juste à donner le code au plugin et c'est le plugin qui va l'installer automatiquement sur toutes vos pages. Sur Wix, c'est juste un morceau, vous sortez juste l'ID et du coup, ça va le mettre automatiquement sur toutes les pages de votre site web. Sur Eloa, c'est quasiment le même principe, si je ne me trompe pas, si je comprends bien le fonctionnement, Bruno. Voilà. Sur la plupart des sites et des CMS, sauf si vous avez vraiment un site fait en dur où là, il va falloir effectivement travailler ce qu'on appelle le fichier header PHP pour pouvoir rentrer dedans. Mais sinon, pour tout le reste, c'est finalement assez simple et faut pas avoir peur de ça. C'est vraiment une opération qui prend 2 minutes quand on sait où le poser ou en tout cas quand on a juste le petit morceau de code à aller mettre au bon endroit. Alors, il y a quelques remarques qui passent sur le fil, en disant c'est très compliqué. Ouais. Non, c'est pas compliqué. Bien sûr que c'est compliqué parce que quand on prend en compte la multiplicité des sites ou des technologies que les uns et les autres utilisent, et s'il faut vous utiliser des technologies sur lesquelles vous n'avez pas la main, ou des technologies, par exemple des sites WordPress sur lesquels vous n'avez pas fait de mise à jour du WordPress ou du module WordPress qui permet d'intégrer le pixel Facebook. Alors, on nous dit quel module. Alors là, moi, je ne me permettrai pas d'en recommander un dans WordPress. La recommandation que je vous donne, c'est quand même de taper widget ou pixel Facebook dans les modules WordPress et de voir ceux qui sont le plus téléchargés, ceux qui sont le plus utilisés, sur lesquels il y a les meilleurs avis, parce que vous risquez demain de tomber sur un module qui pourrait complètement décomposer votre site WordPress s'il n'était pas compatible avec votre version de WordPress. Donc, ceux qui utilisent des outils comme WordPress, assurez-vous d'avoir toujours les dernières versions et de mettre dans votre WordPress des modules qui sont à jour, qui sont validés par une communauté d'utilisateurs très large. Pour ceux qui sont sur du Eloa, comme on l'a dit, comme l'a expliqué Jean-Jérôme, le fait d'aller chercher un pixel, c'est le préalable à vos campagnes Facebook, parce que ce qui est important quand on dépense de l'argent pour faire une campagne publicitaire, et notamment sur les réseaux sociaux, c'est un peu la magie de ces plateformes, c'est que vous pouvez mesurer au centime près le résultat de vos campagnes publicitaires. Donc le pixel, c'est ni plus ni moins qu'un tracker, qu'un bout de code qui va traquer la relation entre votre campagne et les réservations que vous allez recevoir ou le trafic que vous allez générer sur votre site. Donc, si vous ne mettez pas le pixel, vous pouvez faire des campagnes sur Facebook sans mettre de pixel. Mais si vous ne mettez pas de pixel, vous ne pourrez pas mesurer en un clic de souris l'efficacité de votre campagne et donc de l'argent que vous avez investi dans cette ou ces campagnes. Voilà. Donc, vous n'avez à le faire qu'une fois. Vous avez des tutos chez Facebook qui sont assez précis. Pour ceux qui utilisent Eloa, encore une fois, vous verrez, c'est un copier-coller que vous devez faire uniquement dans votre site s'il n'est pas généré par Eloa. Dans votre site Magic, c'est un simple coller que vous faites dans un champ et dans le moteur de réservation, pareil. Donc, pas d'inquiétude. Si vous avancez pas à pas, Jean-Jérôme disait pour quelqu'un qui s'y connaît, c'est 2 minutes et demie. Pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui a un peu peur, c'est 5 minutes. Donc, pas d'inquiétude. Vous pouvez y aller l'esprit tranquille. Voilà. Et petit complément aussi, effectivement, le pixel Facebook permet de reconnaître si vos campagnes publicitaires ont été efficaces et ont créé de la conversion derrière, en tout cas du flux sur votre site web. Mais il permet aussi d'analyser, voilà, là je vous ai sorti, donc je remercie encore Pradly Saumon de me laisser accéder à ces données puis de les afficher. Ça c'est une synthèse, je ne rentrerai pas dans les détails par souci de confidentialité, mais en tout cas on a des suivis statistiques grâce au pixel Facebook. En fait, le pixel Facebook va récupérer de l'information comme le ferait un Google Analytics, qui est un autre outil d'analyse qui vient de Google, sur le trafic sur notre site web, et il permet aussi d'analyser les flux, ce qui est très intéressant au quotidien pour voir un peu comment se comportent les utilisateurs, et surtout il permet de dire à Facebook notamment de créer ce qu'on appelle des événements pour lui dire moi je veux que tu reconnaisses, par exemple à chaque fois que quelqu'un remplit un formulaire de contact, je veux que tu le reconnaisses cette personne, parce que quand je vais faire de la publicité, je veux que tu fasses de la publicité par rapport à toutes ces personnes qui ont créé, qui ont
enregistrer un formulaire de contact sur mon site web. Voilà. Donc, il y a une partie en amont et une partie en aval de la publicité sur Facebook qui est très importante et qui permet vraiment d'optimiser à fond toute la conversion et l'efficacité de toutes les campagnes qu'on va mener sur Facebook. Voilà, on cherche vraiment, encore une fois, en travaillant de cette manière-là, à vendre directement. C'est vraiment un objectif de fond. On repère une action et on fait en sorte de faire des campagnes de publicité sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger, pour faire en sorte que notre utilisateur réalise l'action qu'on a souhaitée. Et c'est pour ça qu'on va rentrer un petit peu dans le détail juste après. Hop. Je passe donc à la slide suivante. L'idée de base, forcément, une fois qu'on a commencé à installer ce pixel, on l'a mis en route, on va se retrouver avec cette possibilité de créer des audiences. Alors moi, j'aime bien les créer en amont pour la simple et bonne raison que c'est vraiment pratique d'avoir reconnu un peu ce qui se passe sur notre site web et pouvoir, à partir de ce comportement d'utilisateur sur mon site web, créer des publicités liées. Pour faire simple, une audience, c'est simplement un ensemble d'utilisateurs. On va le dire comme ça. On peut les définir d'une manière très, très spécifique sur Facebook. On peut faire des ensembles des audiences démographiques, travailler sur des tranches d'âge, travailler sur voilà, un sexe masculin ou féminin. On peut travailler dans différents sens. On peut travailler aussi sur Facebook, ça c'est la partie un petit peu plus flippante quand on n'est pas dans le marketing, sur des passions, sur des envies, sur des besoins. Voilà, on peut très bien se dire que j'ai envie de créer une publicité pour toutes les personnes qui achètent des croquettes pour chiens tous les mois. C'est possible avec les outils d'audience de Facebook. Quand on a installé le pixel, on va pouvoir aussi créer des audiences et je vais vous faire voir très simplement comment. J'en ai créé quelques-unes pour près de lissement à cette occasion-là, pour définir des utilisateurs, pour cibler des utilisateurs qui ont eu un comportement spécifique sur mon site web. Tac. Hop. Donc, si j'entre ici dans mes audiences, hop, alors, on n'est pas sur le bon compte. Tac. Voilà. Donc ici, typiquement, là j'ai défini quelques audiences. Alors je vais vous parler un peu des différentes audiences. Voilà, j'ai fait une audience sur les visiteurs de la page webcam à 30 jours. Je me suis dit, ça peut être intéressant dans l'une de mes publicités. Je sais que sur le site web de Près de Lissement, j'ai énormément de monde qui vient voir la page webcam. Je peux me dire que c'est très utile de les retargeter plus précisément sur une campagne Facebook plus tard. Donc, j'ai créé une audience, tout simplement. Alors, je vais vous faire voir comment on le fait. Hop, ici, j'ai audience personnalisée. Tac. Là, je peux définir mes différentes sources. Donc, je peux utiliser des sources qui viennent directement de mon site web, d'une liste de clients. Si j'ai une base de données, je peux importer ma base de données sur Facebook, dire à Facebook, bah voilà, je veux que tu me reconnaisses toutes les adresses email qui sont dans ma base de données et trouver les comptes des utilisateurs qui sont enregistrés sur la plateforme et donc pouvoir retargeter tous les utilisateurs de ma base de données dans cette logique-là. Vous pouvez très bien vous baser sur cette logique pour intégrer, par exemple, toute votre base de données client pour pouvoir leur travailler de la publicité derrière. En retargeting, mais aussi en audience similaire, je vais y venir juste après. On a différents outils, on peut regarder, créer des audiences par rapport à des utilisateurs qui ont regardé des vidéos spécifiquement sur votre page. Vous pouvez faire des audiences par rapport aux utilisateurs de votre page Facebook, de votre profil Instagram, des personnes qui ont participé à un événement Facebook, ou en tout cas qui s'y sont inscrits, des formulaires réalisés sur les réseaux sociaux, de l'utilisation d'applications. Voilà. Vous avez un nombre incroyable d'outils que vous pouvez utiliser de ce côté-là. Donc ici, on va utiliser le site web. Hop. Je vais juste utiliser le bon. Pendant que tu fais ça, Jean-Jérôme, c'est important ce que vient de vous préciser Jean-Jérôme. Au-delà de la fonction qui permet de créer une audience sur Facebook, la question que vous devez vous poser au préalable, c'est quel type de clientèle, d'audience vous cherchez à toucher en fonction de leur caractère de proximité géographique ou pas, en fonction de leur caractère d'âge, de leur caractère socio-démographique, de leurs habitudes de consommation. Est-ce que ce sont des gens qui sont plutôt branchés sur la thématique hôtel, maison d'hôte?
plutôt branchés sur la thématique vin nature, par exemple, sur la thématique vélo, randonnée. Donc, en fait, vous devez raisonner sur qui je vise en priorité, quel type de public je souhaite toucher dans un rayon de X kilomètres de moi ou ailleurs, quel langage il parle, etc., etc. Et là, Facebook va vous donner une estimation du public que vous allez pouvoir toucher dans sa communauté ou dans ses différentes communautés. Ouais. En termes de potentiel, c'est assez large. On va rentrer vraiment sur la stratégie après. Moi, j'ai plutôt tendance à créer des audiences un petit peu dans tous les sens parce que c'est très utile d'avoir des audiences qui tournent. On a vu, c'est des audiences sur des publics. Voilà, là, on peut mettre à 30 jours. Je peux me mettre à 365 jours. Bon, sur le site web, non, c'est 180 maximum. Et voilà, je peux définir. Là, par exemple, j'ai défini lead, c'est-à-dire j'ai défini auprès de mon pixel que toutes les personnes qui remplissaient un formulaire sur le site web Radisson était considéré comme un lead. Ce qu'on appelle un lead, c'est un contact, tout simplement. Donc, je vais faire en sorte que je vais créer une audience par rapport à tous ces contacts pour être sûr que Facebook reconnaisse toutes les personnes qui ont rempli ce formulaire. Hop, je peux lui donner un petit nom, je peux rentrer plus en détail. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà, j'ai déjà créé une audience, vous l'avez vu, hop, elle vient s'inscrire ici au-dessus. Donc voilà, j'ai créé tout un tas d'audiences spécifiques. Ce qui est très intéressant avec Facebook, et c'est ce qui fait toute la puissance de l'outil, mais Google a exactement le même outil, c'est une audience, un autre outil d'audience qui est l'audience similaire. Alors là, pour vous expliquer très rapidement, mais vous pouvez le créer très facilement, une audience similaire, donc c'est ce que j'ai créé là, ça s'appelle lookalike en anglais. Je vais proposer à Facebook une audience et je vais dire à Facebook, écoute, je veux que tu repères le comportement des utilisateurs qui ont réalisé cette action sur mon site web. Là, en l'occurrence, je lui ai demandé de regarder les utilisateurs qui ont eu une interaction avec l'un de mes contenus sur Instagram et que je veux que tu l'élargisses à 1% de toute la population d'un pays, ou etc. Donc, pour faire simple, c'est toute l'intelligence artificielle de Facebook qui va travailler pour dire, OK, je repère une action et je vais aller chercher toutes les personnes qui ont un comportement similaire sur Internet globalement par rapport à la connaissance de Facebook des utilisateurs et qui risquent de réaliser l'action en question sur toute la population française. Là, je choisis 1% de la population française et 1% de la population suisse qui risquent de réaliser la même action. Ça, c'est un outil extrêmement puissant parce que jusqu'ici, on travaillait sur des audiences quasiment acquises, on travaillait sur des gens qui avaient eu des comportements sur mon site web. Là, je demande à l'intelligence artificielle de Facebook de me trouver toutes les personnes qui sont le plus susceptibles de réaliser la même action sur mon profil Instagram, en l'occurrence. C'est un outil très, très puissant parce qu'il vous permet de vraiment travailler des cibles très précises. Et là, on va vraiment sortir de cette logique démographique de base ou cette logique géographique, c'est-à-dire je ne vais pas chercher des personnes qui ont une tranche d'âge spécifique ou un sexe spécifique, je vais aller chercher des personnes ou une géolocalisation spécifique, je vais aller chercher des personnes qui ont un comportement d'utilisateur spécifique. Moi-même, je n'ai aucune visibilité sur qui sont ces utilisateurs, ça respecte complètement la RGPD à ce niveau-là. Et par contre, je vais pouvoir directement aller chercher les utilisateurs les plus intéressants dans ce sens-là. C'est un outil extrêmement puissant. Je vous conseille vraiment de plonger un petit peu dedans parce que c'est très utilisé et c'est très, très pratique et très efficace. Je voulais apporter une précision parce qu'il y a plusieurs questions qui nous disent oui. Comment Facebook crée des audiences similaires. Alors, simplement, prenons un exemple. Vous importez dans votre base Facebook, dans votre compte Facebook, 300 noms. 300 noms de contacts que vous avez dans votre fichier client avec des adresses email. Facebook va, dans un premier temps, lister les adresses email que vous allez importer chez lui. Il va vérifier si ces adresses email correspondent à des gens qui ont des comptes Facebook ou des comptes Instagram dans sa communauté. Et en analysant rapidement donc, les comptes qui correspondent à ces adresses email, par effet de rebond, Facebook va chercher dans sa base des gens qui ont les mêmes critères que les critères de vos clients qui ont aussi un compte Facebook ou un compte Insta. Donc, si vous envoyez 300 noms avec 200 profils de gens qui sont plutôt des couples, plutôt de la région Bourgogne-Franche-Comté, à ce moment-là, Facebook va vous dire, moi, je n'en ai pas 200, mais j'en ai 6000 qui correspondent aux mêmes critères. Est-ce que vous souhaitez adresser vos communications à cette audience similaire? C'est très schématique ce que je vous dis, simplement pour que vous compreniez des mots très simples, comment fonctionne le principe de ces audiences similaires.
Si tu veux confirmer ou compléter, hein, Jean-Jérôme. Je vais même compléter parce qu'on n'est pas forcément sur des critères démographiques. En fait, je peux, là, dans cette logique, quand je m'appuie sur mon pixel Facebook, que j'ai repéré un comportement sur mon site web ou un comportement sur Instagram ou sur Facebook, je peux dire à Facebook de repérer des utilisateurs par rapport à leur comportement. Et ça, c'est hyper important parce que forcément, des utilisateurs qui vont avoir des comportements similaires sont peut-être dans des secteurs géographiques complètement différents, sont peut-être dans des sections démographiques complètement différentes, ils ont des tranches d'âge différentes, mais pourtant, ils vont tous être susceptibles de réaliser la même action. C'est très inclusif par rapport à cette logique qu'on a pour habitude de travailler des cibles, de la ménagère de moins de 50 ans, etc., qui est plutôt exclusif parce qu'on se fixe que sur une typologie de personnes et puis on ne se propose pas d'ouvrir la porte à toutes les personnes qui seraient susceptibles en fait être intéressées par notre produit, alors qu'on se base sur une base très réduite. Là, avec cet outil-là, je peux vraiment élargir tout ce que je fais et aller chercher toutes les personnes qui sont susceptibles de réaliser cette action. Alors, comment Facebook réalise tout ce filtrage? Facebook, malheureusement, alors là, je ne voudrais pas vous faire la douche froide, analyse tout ce que vous faites à peu près partout. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un pixel Facebook sur un site web, Facebook va analyser ce que vous faites sur ce site web. Il reconnaît très bien quel est l'utilisateur qui fait quoi. Et il va savoir à peu près comment vous vous comportez par rapport à un site web. Même sur les réseaux sociaux, vous êtes analysé en profondeur. On a toutes les données sur vous qui sont les âges, le sexe, votre relation, etc. Mais vous avez aussi, Facebook a aussi tout un tas de données sur le temps que vous passez sur chacune des publications. C'est-à-dire que Facebook mesure très précisément combien de temps vous allez afficher une publication. Donc, si vous affichez plutôt des publications de vidéos de montagne, et ben Facebook va vous proposer plutôt des publications de vidéos de montagne, mais aussi va vous mettre dans une catégorie en termes de retargeting derrière pour tout ce qui est audience et publicité, des personnes qui sont plutôt sensibles à ces vidéos de montagne en termes de publicité. Voilà, c'est extrêmement bien fait, ça peut être extrêmement flippant en tant qu'utilisateur, ça je suis complètement d'accord. En tant que marketeur, c'est hyper intéressant parce qu'on peut vraiment rentrer dans le détail. Après, à savoir la dose que vous pouvez intégrer en termes de targeting, ça dépend que de vous et de votre vision du digital et comment vous souhaitez l'exploiter. Je ne vous encourage pas à faire des targeting hyper précis. Par contre, targeter des utilisateurs par rapport à la manière dont ils utilisent votre site web, je trouve totalement logique dans le sens où ça permet effectivement de finalement bonifier la publicité, où je vais proposer une publicité à des utilisateurs qui sont vraiment intéressés par ma publicité, qui sont vraiment intéressés par mon produit. Je ne vais plus aller diffuser de manière très large un contenu, je vais aller diffuser mon contenu de manière très précise parce que je me dis que moi, après le lissement, j'ai envie de toucher les personnes qui sont intéressées par les stations de ski, qui sont plutôt moyennes, qui ont plutôt un beau panorama, etc., etc. Et là, Facebook va pouvoir vraiment s'utiliser tous ces critères pour pouvoir définir à qui il va diffuser cette publicité ou pas. Juste une question, Jean-Jérôme, est-ce qu'on peut faire une audience sur des numéros de téléphone? Non, alors je me pose la question, j'ai jamais essayé, c'est une bonne question, je ferai une petite recherche dessus, a priori, j'ai jamais essayé. C'est une bonne question. Je ne sais pas si Facebook utilise des numéros de téléphone pour reconnaître les comptes de ses utilisateurs. Ça ne m'étonnerait pas. Donc, ne l'ayant jamais fait, je ne vais pas répondre oui ou non, mais a priori, peut-être. Voilà, à confirmer. Ça, je n'ai malheureusement pas la réponse. Mais ça doit se trouver, la réponse. D'autres questions, Frédéric? Non, pour l'instant, c'est bon. Donc voilà, une fois qu'on a créé nos audiences, l'idée, ça va être de créer un format publicitaire. Donc là encore, merci à Pradlissement, on a créé un petit format publicitaire rien que pour ce webinaire. On s'est mis un petit peu dans la peau d'un utilisateur qui va être en sortie de confinement et on lui a fait une petite vidéo que je vais vous montrer sur la sortie du confinement et pour lui donner envie de revenir à Pradlissement à la fin du confinement. Alors, pour faire simple, on a fait une petite vidéo prise par notre... je me souviens plus de son prénom. Laurence va peut-être me le dire dans les commentaires. Je n'ai pas accès aux commentaires. Donc voilà, c'est une personne de l'Office de tourisme qui a fait une petite vidéo sur laquelle j'ai enchaîné tout un tas... Voilà, Émilie, merci, qui nous a fait une petite vidéo
et puis sur lequel j'ai créé en fait une mini vidéo par la suite pour mettre en avant le territoire. Pour faire simple, cette vidéo, je l'ai fait avec mon smartphone. Je l'ai fait vraiment avec les moyens du bord pour vous faire voir que c'est extrêmement facile de créer une vidéo avec un smartphone. J'ai reçu cette petite vidéo de Pradly Sauman, donc d'Émilie, sur WhatsApp. J'ai ensuite rajouté quelques photos que m'a envoyé Laurence et j'ai créé un petit montage avec l'application InShot qui va très très vite, qui est gratuite et qui m'a permis de faire cette petite vidéo-là. Je vous la fais voir. Normalement, j'ai partagé le son, vous devriez l'entendre. Je te laisse me confirmer, Bruno. Libéré, délivré, ça y est, on n'est plus confiné. Salut, c'est Émilie de l'Office de tourisme. Vous pouvez revenir nous voir à Pradly Sauman. Regardez un petit peu ce qui vous attend. Hop là, voilà pour la vidéo, tout simplement. Alors, je vous dis, hein, l'offre est… chante bien, Émilie, en tout cas. Elle chante bien. Voilà. Laurence, tu as une équipe au top là, pour la Reine des Neiges. Je sens qu'on va venir chez Pradly. Exactement. Alors, la promotion derrière à moins 30%, hein, Laurence va faire des bons. Je l'ai juste créé comme ça pour la publicité, c'est rien de validé. Sachez juste que… On l'a diffusé. Pardon ? On l'a diffusé, ça y est, c'est fixé. Voilà, parfait, nickel. En tout cas, l'idée de base, elle est là. C'est finalement de créer une vidéo qui va s'appuyer sur l'audience que vous avez définie. Donc là, on s'est appuyé sur… Moi, j'ai créé un format qui est dédié à Instagram. C'est un format 4/5e. Quand vous êtes sur InShot, ça vous propose les différents formats que vous pouvez utiliser. Donc là, c'est du format Instagram. Donc l'objectif, c'est de diffuser cette publicité sur Facebook et sur Instagram en même temps pour taper un petit peu large sur les deux plateformes. Donc, je me suis déjà mis en tête… J'ai une audience et je vais créer la publicité qui va avec. Sur cette audience, j'ai travaillé sur les personnes qui interagissent sur Instagram. Donc, je me suis dit, je vais faire une publicité qui va faire en sorte de stimuler cette audience et faire en sorte que ces personnes interagissent aussi avec cette publication et puis qu'ils viennent après sur mon site web. Donc, l'idée de base est là, c'est de proposer directement un contenu publicitaire, de créer un format qui est vraiment adapté à l'audience. C'est pour ça que je crée toujours l'audience en avance, c'est que je me pose d'abord la question qu'est-ce que mes utilisateurs veulent voir et ensuite je leur propose un contenu qui va correspondre. Pourquoi je commence avec du facecam et quelqu'un qui parle? Parce que c'est la meilleure façon d'attirer l'attention des utilisateurs sur les réseaux sociaux. La première chose à laquelle les gens sont sensibles, c'est le mouvement et les visages. Donc, après, dès que vous commencez une vidéo avec un logo, vous perdez déjà tout un tas d'audience. Donc, quand on commence directement avec un visage, je mets le logo tout à la fin. Là, mon idée de base, c'est surtout d'attirer l'attention de l'utilisateur et faire en sorte qu'il regarde ma vidéo jusqu'au bout. Voilà un petit peu la logique. Il y a tout un tas d'astuces sur la création de formats. Je donne des formations là-dessus au besoin. Créer des formats pour les réseaux sociaux, c'est assez spécifique, mais en tout cas, c'est finalement assez simple. En tout cas, les outils de création sont assez simples. C'est plutôt les sensibilités qu'il faut acquérir au préalable. Est-ce que tu peux redonner le nom de l'outil de montage là, pardon. Alors là, je l'ai créé avec InShot. C'est InShot. Voilà, c'est une application très simple qui est gratuite, qui a une version payante. Mais avec la version gratuite, vous pouvez déjà exporter une vidéo sans logo en regardant juste une publicité à la fin. Il y a tout un tas d'autres outils. Vous avez l'outil Click de GoPro, vous avez l'outil d'Adobe dont j'ai perdu le nom, qui est un équivalent de Premiere, qui vous fait aussi des montages automatiques. Voilà, vous avez tout un tas d'outils pour faire simplement des vidéos depuis votre smartphone avec ce que vous avez pu capturer et puis une base de données que vous pouvez avoir directement sur un drive ou quelque chose comme ça. Voilà. Le montage de la vidéo se fait finalement assez simplement. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des vidéos au drone pour faire forcément une grosse audience. Je répète un peu ce que j'ai dit au précédent webinaire. Le contenu personnalisé, le contenu fait à la main a beaucoup plus d'efficacité en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est déjà une forte tendance depuis 2 années. Mais là, avec le contexte de crise, le contenu personnalisé fait à la main, à votre sauce, avec quelqu'un qui intervient face à la caméra, comme je vous l'ai fait voir, est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace que ce qu'on a pu voir, que ce qu'on peut faire finalement avec des gros drones. Alors, ça va pas faire plaisir aux agences digitales quand je dis ça, mais effectivement, en ce moment, surtout avec les moyens qu'on a, faisons les choses simples parce que c'est vraiment ce qui marche sur les réseaux sociaux. Quelle durée tu conseilles de vidéo? Alors, si on veut faire par exemple des stories, on est sur 15 secondes. Là, vous avez vu, celle-là, elle dure 25 secondes, mais il faudrait presque la réduire pour pouvoir faire des formats un peu plus courts sur des publications.
Généralement, en termes de vidéos sur les réseaux sociaux, sauf si vous êtes une grosse marque qui a déjà une grosse référence et que vous pouvez vraiment vous appuyer sur votre image de marque pour communiquer. Mais là, je vous parle de Nike, je vous parle de Brut, je vous parle de marques qui sont vraiment très reconnues sur les réseaux sociaux. 30 secondes maximum, c'est comme ça que vous faites passer le meilleur message. Si vous arrivez à faire du 15 secondes, c'est parfait. Voilà. Et une chose très importante. Oui. Vas-y, Jean-Jérôme. Autre chose très importante, quand vous faites de la publicité sur les réseaux sociaux, il faut aussi vous poser la question par rapport à votre audience, qu'est-ce que vous allez leur offrir? Si vous faites juste une publicité pour leur dire on est ouvert, vous allez avoir de l'audience, mais ça ne va pas forcément convertir. Par contre, si vous voulez faire en sorte que votre utilisateur aille jusqu'à la réservation chez lui, il faut lui proposer une valeur ajoutée, quelque chose qui va être important pour lui, qui va lui permettre de se dire c'est maintenant qu'il faut que je saisisse l'occasion, c'est maintenant qu'il faut que je réserve. Il faut créer une sorte de moment clé d'interaction parce que sinon l'utilisateur se dit bon bah je reviendrai plus tard, de toute façon ça change rien. Donc l'idée de base là en l'occurrence j'ai mis une offre à moins 30%, mais ça pourrait être à moins 20, moins 10, peu importe la façon dont vous allez faire les choses. Posez-vous la question auprès de votre utilisateur, qu'est-ce qui peut être intéressant. On l'a vu la semaine dernière aussi dans le webinaire, je peux très bien proposer des facilités de réservation, des facilités d'annulation spécifiques, le mettre en avant dans ma petite vidéo. Le message doit être simple, le message doit être percutant et voilà, vous avez tout le gré de vous entraîner avec ça. C'est vraiment le moment pour faire ce genre de choses. En plus, effectivement, les investissements publicitaires en ce moment sont finalement peu onéreux parce qu'on a un CPM qui est faible, donc un coût par 1000 qui est assez faible. Donc voilà, profitez-en un petit peu, essayez de vous expérimenter. Ça, c'est des pubs qu'on peut diffuser à 3 €, 5 €, 10 € par jour maximum. On est sur des budgets qui ne sont pas non plus de l'ordre du millier d'euros. Si on la fait tourner pendant 3 semaines à 10 € par jour, ça va nous faire un 210 €. Voilà, on n'est pas non plus sur quelque chose. Oui, on est dans un contexte où effectivement, à la différence des pubs sur Google, où les gens vont se précipiter sur Google, faire de la pub au moment de la reprise, là, vous êtes dans la possibilité d'entretenir un bruit de fond dans cette période, on va dire, de confinement, et on l'espère, de fin du confinement. Donc, il faut commencer à faire un peu de bruit, il faut commencer à montrer que vous êtes là, comme on l'a vu sur le webinaire il y a 15 jours. Et donc, effectivement, il ne faut pas hésiter à booster quelques publications. Je remercie Martin Colson qui nous dit c'est InShot, donc qui précisait, parce qu'on a des spécialistes aussi. Et Martin, il y a Florian Mélon aussi qui dit il parlait d'Adobe Clip. Alors, j'ai bien aimé la question de Stéphane qui dit si on est moche, est-ce que ça marche aussi? Donc, moi, j'ai envie de dire oui, ça marche plutôt même, plutôt bien. Oui. Et la question, quel type de pub aujourd'hui, vu que les gens ne vont pas encore réserver, à quel... Alors, j'ai pas eu la fin de la question parce Alors, que… Je pense que Fred parlait de quel type de pub, quel type de message. On vous renvoie au webinaire d'il y a 15 jours avec Jean-Jérôme, mais c'est aujourd'hui, soyez pas lourd sur le plan commercial, on est d'accord, c'est pas le moment. Mais voilà, il y en a qui, effectivement, la pub carte cadeau, faites des mères, faites des pères, en disant la vie elle continue, donc il faut toujours quand même partir de cette empathie, du fait que vous êtes comme vos clients confinés, mais que vous avez la chance de vivre dans des endroits extraordinaires. Et donc, n'hésitez pas, par les temps qui courent, à montrer de l'extérieur, montrer ce qui vous entoure. Moi, je sais pas, je sais que par exemple, on est tous conscients qu'on ne doit pas partir à plus d'1 kilomètre autour de chez soi. Montrez ce qu'il y a 1 kilomètre autour de chez vous. Je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, il y a des choses extraordinaires à voir dans un rayon d'1 kilomètre autour de chez vous. Dans l'immédiat, on va vraiment pouvoir faire de la notoriété de marque, faire venir aussi des utilisateurs sur mon site web. On peut très bien se dire, je vais faire une publicité pour faire venir des utilisateurs sur une page où je vais leur permettre de s'abonner à une newsletter parce que l'idée, ça va être de générer de la base de données, s'abonner finalement à l'actualité de la destination en disant, bah voilà, nous, on va vous donner les nouvelles dès que le confinement sera fini de tous nos bons plans. Donc, on va vous faire une newsletter spécifique confinement pour vous aider à avoir toutes les informations au bon moment. C'est aussi quelque chose de tout à fait possible. Donc voilà, il y a plein d'astuces. L'idée pour l'instant, ça va vraiment être plutôt dans une logique de notoriété et de collecte de leads. Et on va utiliser après tous ces leads, tous ces contacts qu'on va pouvoir créer a posteriori pour faire de la diffusion et là faire directement de la vente. Mais quand on aura collecté tout ça et qu'on aura vraiment
tout traquer ça, parce que c'est pour ça que c'est important d'installer aussi votre Facebook Pixel maintenant, c'est de traquer toute cette partie en amont pour pouvoir la réutiliser derrière après, pour pouvoir vendre directement vos prestations, vendre votre hébergement, etc., etc. J'ai envie de dire, on est un peu dans la logique du chalut, hein. Vous allez jeter des gros filets à la mer qui sont des audiences. Vous allez lancer plein de fils à la mer. Ce sont vos audiences différentes. Vous allez envoyer des messages différents. Vous allez booster certains messages, booster leur publication. Et puis évidemment, comme vient de l'expliquer Jean-Jérôme, vous allez agréger à votre marque, agréger à votre page, agréger à vos publications des gens qui ont un intérêt à un moment donné pour ce que vous avez dit. Et ça, c'est un public que vous allez pouvoir restimuler, auprès duquel vous allez pouvoir recommuniquer avec des messages pour le compte très commerciaux du style voilà, vous avez été fidèle pendant ces quelques semaines, vous nous avez suivis, on en est heureux. Voilà, aujourd'hui, comment on voulait vous gratifier cette confiance, cette fidélité. Vous avez un coupon de réduction, vous avez une carte cadeau moins chère, vous avez la possibilité de réserver, on vous offre le petit déjeuner, on invite vos enfants, on invite vos parents. Enfin, ça, c'est vous qui voyez, ça, c'est votre stratégie commerciale. Mais n'attendez pas la reprise pour faire ce genre d'action. Profitez du moment pour le faire maintenant, parce que vous allez agréger à vous tout un tas de communautés et d'affinités qui vont vous permettre de toucher un public très très large au moment de la reprise. Tout à fait. Rien d'autre à rajouter là-dessus. C'est parfait, Bruno. Dernier élément, je vous ai mis pourquoi le créer soi-même et surtout pourquoi en créer plusieurs. Effectivement, bon, le créer soi-même, vous avez compris la logique surtout économique et puis finalement l'audience qui est en rapport avec le contenu fait main qui est beaucoup plus important en ce moment. Et pourquoi en créer plusieurs? Parce que finalement, quand vous allez faire une campagne, vous êtes comme sur Facebook, vous allez publier des contenus et vous ne savez pas quel est le contenu qui va le mieux fonctionner. Quand vous publiez 2 publications, c'est des fois assez compliqué déjà de définir si une publication est plus efficace que l'autre. Donc là, l'idée, ça va être de se dire, OK, je vais plutôt me créer un panel de petites vidéos. Voilà, j'ai 2-3 vidéos que je vais tourner comme ça un petit peu vite fait. Je vais les monter à ma façon. Si vous arrivez à monter sur une dizaine de vidéos, l'avantage, c'est quand vous allez créer une campagne, ce sera juste la page suivante dans mon slide et puis dans le webinaire. Ça va être d'utiliser un maximum de formats différents pour voir qui va être le plus efficace, parce qu'on va aussi pouvoir surveiller ça en statistique, et ça, c'est la fin du webinaire. Sur la partie comment créer un format, je vous ai fait voir, c'est finalement assez simple, et vous allez voir que les outils InShot sont finalement assez simples à utiliser, et vous allez voir que en se mettant, on va dire, une bonne heure sur InShot, vous allez comprendre comment ça fonctionne et pouvoir facilement créer une petite vidéo avec un peu de rythme. Comme je l'ai fait, la vidéo que j'ai créée, elle m'a mis à peu près 7 minutes à créer. Pour vous donner un petit peu l'idée, Émilie, elle, a dû mettre 3 minutes à tourner la vidéo parce qu'elle a peut-être fait plusieurs prises avant de faire sa prise de 7 secondes. Les photos que j'avais en stock, elles étaient déjà là. C'est Laurence qui me les a envoyées par mail. Ça lui a pris aussi 2 minutes. Donc finalement, le temps dédié à la création de cette vidéo, si ça a pris une demi-heure, c'est le grand maximum, on va dire un bon quart d'heure. Voilà, tout simplement en agrégeant, en tournant, agrégeant et ayant le format final à la fin. Donc, pour vous dire à quel point ça peut être simple de le faire aussi de votre côté. Donc, l'étape suivante, une fois que j'ai créé mes formats, parce que l'idée, elle est bien là, c'est d'avoir plusieurs vidéos. Si vous n'avez pas plusieurs vidéos, au moins plusieurs photos, mais forcément, plus vous allez avoir de contenu, je vous l'ai dit, visuel, qui bouge, donc de la vidéo, plus vos campagnes vont être efficaces. Donc, je vous encourage vraiment à créer vos petites vidéos vous-même. Vous allez pouvoir travailler un petit peu sur cette logique de campagne. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est tout simple. Quand vous êtes sur votre compte Facebook Business Manager, vous allez avoir le gestionnaire de publicité que vous avez là. Hop, vous voyez, Facebook me met même des petits messages. Hop. Là, ici, c'est un compte vierge parce que l'idée, ce n'était pas de vous faire voir toutes les statistiques de près glissement. Mais en tout cas, je vais pouvoir ici créer directement ma campagne. Alors, je vous en avais parlé tout à l'heure. Les stratégies de ciblage, elles sont là. Voilà. Les objectifs marketing, vous pouvez les choisir. Donc voilà, je veux faire la notoriété de marque, je veux faire connaître ma marque, je veux faire de la couverture, donc je veux qu'un maximum d'utilisateurs voient mes contenus, je veux faire du trafic, donc là je veux générer des visites sur mon site web.
c'est une idée. Je veux créer des interactions. Donc là, par exemple, je veux que mon utilisateur fasse quelque chose de spécifique sur mon site web. Je veux qu'ils installent mon application. Je veux qu'ils voient une vidéo spécifique. Je veux générer des prospects. Donc là, j'ai dit à Facebook, j'ai défini que cette action, c'était la création d'un prospect. Le remplissage d'un formulaire, c'était la création d'un prospect. Donc, je vais demander à Facebook d'axer toute la publicité et la stratégie de publicité, ce qui est très important de bien le fixer à l'avance pour faire en sorte que ça me génère des prospects. Voilà. Ça, cette partie-là, elle est extrêmement importante quand vous allez créer une campagne parce que selon la stratégie que vous allez utiliser, vous n'allez pas du tout donner à Facebook les mêmes consignes de diffusion de votre publicité. Voilà, je peux lui demander d'avoir des messages, de créer des relations, d'avoir des contacts sur Messenger, de faire des conversions, de vendre directement des produits. Comme vous l'a dit Bruno, vous pouvez avoir un suivi de vos ventes directement sur votre site web grâce au pixel. Donc là, je peux dire à Facebook, lors de la création de publicité, je veux faire en sorte que tu vendes mes produits. Et après, je vais même pouvoir rentrer dans le détail. Alors, je ne vais pas explorer cette partie-là, mais je pourrais rentrer dans le détail en disant, je veux que tu vendes mes produits et je veux que mon panier moyen soit supérieur à tant. On peut aller jusque-là grâce à Facebook. Donc, voilà, on a cette logique de fond. On va dire de base. Jean-Jérôme, simplement, je résume chaque fois à ce stade-là. Ouais. Beaucoup de participants nous disent mais on aimerait voir de A à Z, donc c'est ce qu'on montre évidemment, mais on ne peut pas l'adapter à tous les cas. Maison d'hôte, sachez que ça s'adapte à tous les cas, que ce soit une maison d'hôte, un camping, un hôtel, un pro du loisir, un office de tourisme qui propose ses propres activités, ses conférences, ses guides, etc., etc. Là, vous voyez, quand vous créez votre campagne, une fois qu'on a, donc je reviens depuis le début, on a créé un pixel parce que ce qui est important, c'est de mesurer le retour de ces campagnes. Ensuite, on a identifié les publics que l'on veut cibler et donc on a créé une ou plusieurs audiences. Et maintenant, on va, muni de ces deux préalables, on va créer sa première campagne et là, on va définir l'objectif de la campagne. Facebook, vous voyez, il y a 3 grandes familles face à vous. Je veux sensibiliser les gens. Je veux obtenir de la considération, du trafic, avoir des interactions, ou je veux carrément convertir. Dans la phase qui est la phase pendant le confinement, on est sur une logique de sensibilisation et de considération. Dans la phase qui va être plus proche du déconfinement, on sera dans la phase de conversion. Et quand le déconfinement sera passé, on sera dans la phase de conversion, peut-être dans une logique de 80-20, vous ferez beaucoup de conversion et un peu moins de sensibilisation. Et en arrière-saison, peut-être vous allez faire de la sensibilisation pour garder un buzz, pour garder un trafic, un flux avec vos audiences, avec vos cibles. Donc aujourd'hui, Jean-Jérôme, pour quelqu'un qui dit, ben voilà, moi, dans ma maison d'hôte, je veux faire parler de moi, je veux qu'on ne m'oublie pas, je veux faire une communication un peu sympa. On est bien dans la catégorie d'abord sensibilisation et considération et plutôt dans la logique génération de prospects plus que dans le trafic, j'imagine. Donc, on prend les 2 premières colonnes et on va directement sur génération de prospects. Tout à fait, exactement sur cette logique-là. Voilà, tu l'as très bien résumé, j'ai rien à rajouter. Donc, je vais vous faire voir, par exemple, si on fait une logique de trafic. Alors, trafic, ça peut être utile parce que je peux avoir une page de mon site web que je veux particulièrement faire voir à mes utilisateurs parce que je l'ai créé pour faire en sorte que mes utilisateurs aient envie de venir chez moi. Ça peut être une home page, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle des landing pages. Les landing pages, c'est des pages de notre site web qu'on va déterminer pour une action très précise et puis on va envoyer du flux dessus avec des publicités, Google ou Facebook, etc. C'est une logique qui fonctionne très très bien. Généralement, la plupart du temps, on travaille dans ce sens-là. On peut adopter les différentes. Là, on va rester un petit peu sur cette logique de trafic. Hop. Donc voilà, ici, Facebook me propose la suite des outils. Donc là, hop, tac, je vais mettre trafic page webcam. On va se le dire comme ça. Alors, pour certains propriétaires, trafic, page formulaire, trafic spécial. Tout à fait. Voilà, donc là, n'hésitez pas, vous avez la possibilité de le faire plein de fois. Voilà. Hop. Alors, pourquoi ça me fonctionne? Oui. Hop. Là, ça me demande juste sur quel compte publicitaire je veux travailler. Hop. Tac. Donc ici, je vais avoir mes éléments suivants. Et je vais pouvoir, typiquement, alors ici, c'est tout simple, ça me demande de savoir si je veux générer du trafic sur mon site web, sur une application, sur Messenger, sur WhatsApp, etc. Voilà, tout simplement. Créer du contenu dynamique, je vous encourage à pas trop vous embêter avec tout ça. Là, c'est vous donner tout le contenu que vous avez envie d'utiliser à Facebook et puis c'est lui qui se débrouille pour l'utiliser de la manière dont il le souhaite.
c'est possible, mais en termes de retour sur investissement, c'est toujours un petit peu limite parce qu'on ne sait pas vraiment, voilà, c'est Facebook qui va déterminer et surtout, vous n'allez pas avoir forcément créé une vidéo parfaite ou ce genre de choses. Donc, voilà, c'est à tester, mais c'est pas forcément la logique que je veux mettre en avant. Offre, alors ça, c'est plutôt pour la reprise. Typiquement, quand vous allez vraiment créer une offre, vous pouvez créer une offre sur Facebook, ça va créer une offre Facebook et envoyer directement sur le site et faire le lien avec tout ça. Pour l'instant, on ne va pas l'utiliser parce que ce n'est pas notre logique de base. On va se faire donc, du coup, derrière, on va travailler sur une audience. Hop, tech. Voilà, là j'ai accès, dès que je clique ici, j'ai accès à toutes les audiences que j'ai pu créer. Donc là, je vais me dire, ben voilà, moi je vais aller sur mes audiences, mes interactions sur Instagram à 30 jours, comme on a défini déjà de base le format qu'on voulait fournir. Ici, je peux préciser un peu les choses. Alors, je vais vous faire voir un petit peu parce que c'est quand même intéressant. Là, je peux définir sur la France, mais je peux très bien me dire, OK, moi j'ai envie de travailler. On sait qu'on est dans un moment spécifique où là, à ce moment-là, il faut plutôt travailler de manière un peu, on va dire, concentrique d'un point de vue géographique, parce qu'on sait qu'autour de la reprise, les gens ne vont pas faire des trajets de plus de 3-4 heures pour aller en vacances. En tout cas, c'est un peu les perspectives qu'on a. Donc, je vais peut-être travailler dans une zone de chalandise plus réduite. Donc là, je peux me dire, bon, ben voilà, on est dans le cas de la Haute-Savoie, typiquement. Qu'est-ce qu'il va me proposer ? Hop. Je vais mettre des majuscules. Ah, mais il ne le trouve plus. Tac. Bon, on va dire ça comme ça. Du coup, on va pouvoir se travailler peut-être autour de Genève, qui est la ville qui est juste à côté. Typiquement. Hop. Et puis là, je peux me dire, ben voilà, soit je veux travailler juste sur la ville, soit je peux travailler sur une région autour. Donc voilà. Je peux cibler de manière très précise si j'en ai envie. Si j'ai pas envie, je peux travailler plutôt sur un public plutôt national, ou je peux me dire, ben, je veux la France et la Suisse. Hop. Ce que j'avais déjà fait, par exemple. Hop. Tac. Par contre, je vais le limiter parce que je me dis, bon, derrière, par exemple, en termes de langue, bah, je parle en français dans ma vidéo, donc je vais viser que les personnes qui parlent français. Hop. Voilà. Et puis, je peux définir des zones, voilà, je peux réduire, etc. Vous avez la possibilité de vous amuser avec ça. Je vous conseille déjà, une fois que vous avez défini votre audience par rapport à ça, de pas trop limiter non plus derrière parce que l'audience que vous allez avoir va être limitée. Là, vous avez les statistiques d'audience a priori que vous allez toucher. Donc là, on est sur entre 446 et 1,3 000, sachant que je n'ai pas fixé les tarifs ni quoi que ce soit. C'est donc la partie suivante. Alors, on rentre sur la partie placement recommandé. Là, Facebook va définir tout seul où est-ce qu'il va placer votre vidéo. Il va plutôt la mettre sur Instagram, il va plutôt la mettre sur Facebook. C'est lui qui décide selon votre format, selon l'efficacité, etc. Quand vous avez créé vraiment un format pour quelque chose de spécifique, vous avez le choix d'utiliser tous les formats que vous souhaitez mettre en avant. Donc là, moi, j'ai pas envie d'utiliser l'Audience Network qui est du display de Google, mais version Facebook avec son réseau. Je peux pas utiliser Messenger. Voilà, mon fil d'actualité Facebook, c'est les publications de base. Fil Instagram, OK. Marketplace, ça m'intéresse pas. Voilà, vous pouvez choisir à l'intérieur de tout ça vraiment tous les formats sur lesquels vous pouvez diffuser. Là, typiquement, mon format, c'est du 4/5e. Je ne l'ai pas forcément prévu dans ce sens-là, ma vidéo, donc je ne vais pas mettre sur les stories, mais je pourrais très bien prévoir un format de vidéo en 9/16e, donc un format vertical, pour dire bah, je veux faire spécialement de la publicité sur mes stories Facebook ou Instagram. Vous avez... Jean-Jérôme, pareil, je me mets dans le cas, je redémarre mon activité ou j'envisage à redémarrer dès la fin du confinement. Je n'ai pas un budget conséquent à investir. Est-ce qu'en fonction du choix des supports que tu viens de lister dans Facebook, cela a une incidence sur mon budget? Donc, dans ce cas-là, si ça augmente l'investissement, qu'est-ce que je dois privilégier en priorité? Alors, posez-vous déjà la question du format que vous utilisez. C'est-à-dire que diffuser une publicité sur un emplacement dont le format n'est pas adapté à la vidéo que vous avez créée, ce n'est pas une bonne idée parce que certes, ça va peut-être vous coûter moins cher pour une raison X ou Y, mais en termes d'efficacité derrière, ça va être beaucoup plus réduit. Donc, posez-vous d'abord la question, ça c'est quelque chose qu'on va vraiment se poser plutôt en amont, c'est se dire, OK, bah, j'ai un budget de 10 € par jour, ici je vais pouvoir le définir juste en dessous, typiquement. Voilà, là moi je veux des clics sur le lien, là c'est le budget est à 20 € par jour,
mais je peux le mettre à 10 si j'ai envie. Et On peut le puis, mettre à 2 aussi, on est d'accord, le minimum c'est 2. alors le minimum, je me demande si je crois 1 euro ça passe déjà. Voilà, vous pouvez. Voilà. Bon, plus vous allez le voir ici, vous avez les résultats quotidiens estimés. Plus vous êtes bas, plus ça va vous donner un nombre de clics faible. Donc voilà, si je le mets à 10, là je sais que j'ai entre 3 et 13 clics par jour à peu près. Ça, c'est des estimations que nous fait Facebook. Donc ça vous permet d'estimer un petit peu. Là, ça vous permet déjà d'estimer un petit peu la rentabilité de votre campagne. Donc voilà, première question à ce Pardon Jean-Jérôme, excuse-moi, je Pas de fais souci. forcément l'avocat du diable là-dedans. Donc la lecture, enfin, je vais faire le béotien, la lecture à droite, résultat quotidien estimé, donc je vais couvrir entre 446 et 1300 personnes par jour Exact. auprès desquelles ma publicité, ma vidéo va s'afficher et je peux espérer recevoir entre 3 et 13 clics sur le lien. Donc ça, c'est important parce que notamment si, quand vous allez vous mettre dans une perspective de recevoir des réservations, si vous connaissez le taux de conversion de votre moteur de réservation, le nombre de liens à obtenir va être important. Je m'explique. Booking convertit 100 visiteurs qui deviennent 3 acheteurs. Donc 100 personnes qui viennent sur Booking, qui sont amenées sur Booking, sur 100, 3 deviennent des personnes qui réservent. Ce qui fait que si vous avez le même taux de conversion, à mon avis, il est un peu plus faible, mais prenons le cas de 3, pour avoir 3 réservations par jour, vous devez générer 100 clics sur votre site. Alors attention, ce n'est pas forcément sur votre site, c'est sur votre moteur de réservation, puisqu'on sait qu'entre le nombre de personnes qui vont atterrir sur votre site Internet et le nombre de personnes qui vont aller sur votre moteur de réservation, il peut y avoir 100 personnes qui vont aller sur votre site, 10 personnes qui vont aller dans votre moteur de réservation et 1 personne qui va réserver. Donc, c'est très important de connaître vos ratios, vos métriques. Alors, on en parlera dans le prochain webinaire pour ceux qui sont intéressés pour rentrer dans le détail, mais ça veut dire que pour recevoir X réservations par semaine, vous devez vous assurer que vos visuels vont générer X clics en fonction de votre taux de conversion sur votre site ou votre moteur de réservation. Donc, cet indicateur à droite de votre écran, il est très important pour être certain que l'argent que vous allez investir et les gens que vous allez cibler génèrent suffisamment de flux sur votre site et votre moteur pour faire de la conversion lorsque vous serez en mode conversion. Ouais, tout à fait. C'est alors ce qu'on appelle dans le langage technique le coût d'acquisition, c'est-à-dire combien ça me coûte pour faire une vente à la fin en prenant en compte toutes les étapes de l'utilisateur sur le parcours. À chaque fois qu'il va changer de site, il peut abandonner, etc. Donc, si j'ai mes statistiques sur mon site web avec mon taux de conversion qui est effectivement à 3%, eh ben, je sais que pour avoir 3 ventes, il faut que je génère 100 vues. Donc, ça veut dire qu'en termes de publicité, il faut que je génère 100 clics pour pouvoir générer derrière mes 3 ventes qui vont avec. Globalement, calculer tout ça, c'est assez complexe avec les outils, notamment du pixel. On peut avoir tous ces éléments assez rapidement en termes de taux de conversion. Ça, après, on va rentrer vraiment dans des discussions de stratégie de marketing digital qui sont plus poussées. En tout cas, ce qui est important vraiment à comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle sur le web un coût d'acquisition, c'est-à-dire combien je dépense pour réaliser une vente. Et tout l'importance du marketing digital, c'est de travailler ce coût d'acquisition pour faire en sorte qu'il soit le plus faible possible et donc que ça me coûte le moins cher possible pour générer des ventes derrière. Et on a même une logique aussi qui est sur ce qu'on appelle le time life value. Donc ça, c'est tout ce que va consommer un utilisateur sur mon site web, enfin avec ma marque, sur toute la durée de vie de mon échange avec cet utilisateur, avec ce client. Et là, je vais estimer quel va être le coût d'acquisition pour un panier global que va consommer mon utilisateur sur mon site web à long terme. Bon, Non, mais je résume dans l'esprit d'un professionnel du tourisme. Si vous investissez 300 € de publicité sur Facebook et qu'au final, le pixel vous montre que cela ne vous a généré que 200 € de réservation, ça veut dire que vous avez un retour sur investissement qui est négatif. Alors pour certains, c'est acceptable parce que des fois, les campagnes sont faites simplement qu'à des fins d'image. Mais pour ceux qui sont notamment vendus sur les OTA, en général, quand vous passez sur Booking, quand vous générez 200 € de réservation en brut, cela vous coûte, allez, avec 20% de commission, ça vous coûte 40 €. Donc, vous voyez, le coût d'acquisition client sur l'OTA, c'est 40 €. Si là, vous avez une campagne qui est déficitaire sur Facebook, votre coût d'acquisition client sera de 350 €. Donc, ce genre de calcul, pareil, on va programmer un webinaire là-dessus pour vous montrer les clés de comment je calcule mon retour sur investissement, que ce soit à travers les OTA ou les campagnes publicitaires.
Et ça, c'est important, d'où l'intérêt de ce que l'on dit depuis le début. Vous devez savoir, si je fais la pub sur les réseaux sociaux, c'est dans quel objectif? Est-ce que c'est un objectif de rentabilité, de réservation? Est-ce que c'est un objectif de notabilité, de notoriété? Donc, le coût sur investissement, le rapport retour sur investissement n'est pas le même, premièrement. Deuxièmement, qui je vise? Ça ne sert à rien de viser des gens qui aujourd'hui ne sont pas intéressés potentiellement par votre produit. Et donc, combien j'investis par rapport à ça? Et une fois que j'ai mesuré mes retours de campagne, est-ce que l'argent que j'ai misé sur cette campagne a été bien investi? Même si vous n'investissez que 20 €, vous allez être capable, avec le pixel, de pouvoir tracer le résultat de vos campagnes et de voir si vos campagnes ont été des investissements pertinents. Tout à fait. Bon, je donne des formations complètes sur le sujet, on pourrait en parler pendant des heures, mais je vais vous le simplifier parce que dans la dernière partie, on va parler un peu de l'analyse des statistiques. Et là, pour le coup, Facebook vous fournit des indicateurs de performance très efficaces et très compréhensibles, donc on va rentrer dedans par la suite si c'est bon pour vous. Je finis juste du coup sur la création de la publicité. Donc on a là cette première page où on va définir les placements, le budget, les audiences. Et ensuite, on va rentrer sur une seconde page qui me définit mes publicités. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ma campagne, je peux définir plusieurs publicités. Donc, pour un même objectif, je vais mettre en place plusieurs publicités et je vais même pouvoir, alors ce que permet Facebook, créer des ensembles de publicités. C'est-à-dire que finalement, pour une campagne, je vais créer plusieurs formats qui vont être plusieurs publicités que je vais pouvoir regrouper par ensemble parce que je vais créer des ensembles plutôt axés sur une mise en avant, je ne sais pas, du parapente, une qui va être plus mise en avant pour cet été de la randonnée et ce genre de choses. Donc voilà, je vais pouvoir travailler dans ce sens-là. L'idée, c'est pas de rentrer jusqu'ici dans cette logique, mais de se dire tout simplement, hop, moi ici, je veux faire en sorte que mes utilisateurs aillent sur le site de Pradly-Saumont. Qu'est-ce qui est le plus efficace? C'est les coûts au clic ou les coûts pour 1000? Parce que je sais qu'on peut choisir les deux principes. Alors, le coût pour 1000, il est indépendant. Les différents formats qu'on peut avoir, c'est le coût au clic, le coût à la vue. Alors, ça dépend de ce que vous allez faire, en fait. Quand vous voulez faire de la notoriété, que vous voulez que les utilisateurs voient votre marque, ça ne sert à rien de les faire cliquer. Donc, vous n'allez pas vous intéresser au coût au clic parce que vous voulez faire en sorte que vos utilisateurs voient votre marque. Donc, ça, on va être vraiment sur du coût par vue, ce qu'on appelle du CPV. Pour pouvoir vraiment générer après de la conversion ou en tout cas du trafic, on va plutôt s'intéresser au coût au clic parce qu'on va se poser la question finalement combien j'investis pour générer un clic. Donc voilà, c'est toujours un peu cette question de fond. Je vous l'ai dit, en ce moment, le coût par 1000 est autour des 3 à 4 €, donc c'est finalement intéressant de travailler dans ce sens-là. Ce qui compte, en tout cas, c'est vraiment cette logique-là. Et vous allez aussi avoir du coût derrière, du coût par vente, et me dire, OK, combien, et là, on est vraiment sur cette logique de coût d'acquisition, combien je dépense en pub pour générer une vente derrière. Et ça, notamment, Facebook va pouvoir vous le dire dans la partie statistique derrière. J'ai été assez clair là sur cette partie? Très bien. C'est un peu technique, alors. OK. Donc voilà, bon ici j'ai cette logique-là. Moi ici je peux ajouter mon contenu. Donc là je vais ajouter une vidéo. Je l'ai déjà ajouté hier pour que ça aille plus vite, pour qu'on n'ait pas de temps de charge. Donc j'ai mis ma petite vidéo ici. Voilà. Et puis à partir de ça, Facebook va pouvoir me proposer les différents formats de publication que je vais avoir derrière. Je vais pouvoir les paramétrer, mettre un titre, etc., etc. Ce qui compte dans l'idée, c'est toujours d'être percutant par rapport à l'utilisateur quand vous allez créer une publicité. Donc, posez-vous la question de vraiment qu'est-ce qui est utile et qui n'est pas utile. Là, en l'occurrence, presque toutes mes informations sont dans ma vidéo. Je peux peut-être me dire, allez, moi, je vais donner l'information de base pour les utilisateurs qui auraient tendance à regarder le titre un petit peu avant. Je vais me dire, en titre, je vais mettre moins 30% sur votre séjour. Même, hop, juste comme ça, sans plus. On peut peut-être en rajouter un peu, mais pas forcément. Votre titre, il doit être hyper court et hyper percutant. Si vous racontez un poème, l'utilisateur va forcément pas le lire. Il faut le savoir, les utilisateurs sur les réseaux sociaux ont tendance à vraiment plutôt regarder les contenus photos et vidéos et pas du tout s'intéresser, ou en tout cas moins s'intéresser au texte. Donc, ce qui compte en premier, c'est forcément ce que vous allez créer comme vidéo et après, ou photo. Mais le titre vient vraiment de manière secondaire, juste pour relancer les utilisateurs sur la lecture d'une vidéo, par exemple.
Hop, donc voilà, je vais faire mon petit format. Je peux très bien ajouter des langues en disant que je veux faire en sorte que Facebook repère que cette vidéo elle est bien en langue et puis je peux la faire en plusieurs langues si j'ai envie de faire cette même vidéo dans 3 langues différentes pour aller toucher mes différents publics si j'en ai envie. Encore une fois, on l'a dit, on est sur du public, sur un tourisme international qui sera limité ces prochains temps. Privilégiez votre proximité, donc les langues qui sont à proximité de votre destination ou en tout cas de votre hébergement. Donc voilà, hormis si vous êtes à des frontières avec l'Espagne ou si vous êtes à des frontières avec, on peut dire l'Allemagne ou l'Italie, là ça vaut peut-être la peine d'aller travailler d'autres langues. Essayez déjà de faire le mieux en français, ce sera déjà une bonne partie. Et puis voilà, là je ne vais pas cliquer sur la suite parce que ça me fait confirmer la publicité, puis ça la lance et ça la met en route. C'était juste la démarche de création. Voilà, et là je dis à Facebook, surtout ça c'est très important, de suivre cette publicité grâce au pixel que j'ai travaillé ici. Voilà. Pour la partie création de publicité, c'est pas compliqué. Bien sûr, vous allez créer plusieurs publicités à l'intérieur de chaque campagne. Alors, je sais, des fois, pour certains, ça peut avoir l'air un petit peu compliqué. Prenez l'habitude de le faire. Plus vous allez avoir l'habitude de le faire, plus ça va être facile. On est vraiment dans le moment où vous avez ce temps qui est disponible pour ça. Et je vous assure qu'en termes de rentabilité, de vous-même les travailler, de voir comment ça fonctionne sur le long terme, ce sera beaucoup plus efficace en termes de publicité que si vous confiez toujours à une agence et que vous n'avez pas forcément l'œil dedans et que vous ne comprenez pas comment les utilisateurs interagissent avec vos propres publicités parce que vous avez peut-être que des retours globaux en termes de statistiques. Justement, en termes de statistiques, hop, je vous propose de passer. Alors, je ne sais pas si tu voulais faire un petit résumé là-dessus, Bruno. Non, simplement, évidemment, pour beaucoup de nos participants, tout ça peut paraître des fois un peu indigeste. Alors, souvent, moi, je réponds à quelques-uns sur le chat. Le conseil qu'on peut vous donner, l'objectif de ce webinaire, ce n'est pas que vous ressortiez de là en sachant tout faire, évidemment, parce que Facebook, c'est une grosse machine et que la gestion publicitaire, elle est quand même, vous l'avez vu, elle offre énormément de possibilités. Ce qui est essentiel, et je l'ai dit à certains, je l'ai écrit à certains sur le chat, on dégrossit le sujet et on vous montre le b.a.-ba. Ce qui est important, c'est comme le vélo, il faut s'y mettre. Vous devez démarrer par le b.a.-ba. Vous faites un pixel, vous faites une première audience ou 2 audiences maximum, vous appréhendez la gestion de vos audiences et vous créez une première campagne qui est une campagne de génération de prospects pour l'instant. C'est-à-dire que le plus important, ce n'est pas la méthode, ce n'est pas les moyens, c'est la fin que vous poursuivez. Il faut que vous soyez au clair dans votre tête en disant « je vais dire quoi, mais à quelle fin ?» Je veux aujourd'hui montrer à mon public potentiel, à mes clients, parce que j'ai chargé mon fichier de clients, je veux montrer qu'on est là, qu'on est actif et qu'on est en train de tout préparer pour les accueillir dans les meilleures conditions. Dans ce cas-là, votre audience, c'est premièrement le fichier de vos clients que vous rentrez dans Facebook, voire une audience similaire parce qu'il y aura forcément des gens qui correspondent au même profil. Et vous créez votre première vidéo, vous faites un truc très sympa, vous mettez en avant et vous publiez cette publicité. Vous regardez déjà ce que ça donne en investissant 20 ou 30 euros. Faites-le 1 fois, 2 fois, 3 fois. Habituez-vous à comprendre les repères de l'écran de Facebook pour paramétrer une campagne. Et à partir de là, vous mesurez le retour. Vous regardez si ça a été intéressant, si ça a interagi, si ça a fait un petit peu de retour chez vous, sur votre site, si ça a généré un peu de trafic. Et là, vous pouvez aller sur un cran supplémentaire, vous préparer des campagnes pour la reprise qui sont des campagnes un peu plus commerciales. Donc, ne soyez pas frustrés ou ne soyez pas inquiets et inquiètes en vous disant « mais je ne vais jamais y arriver ». Voilà, c'est du pas à pas. Un conseil que je vous donne aussi, lorsque vous êtes sur votre compte Facebook Manager, Business Manager, vous ouvrez un deuxième onglet à côté qui est l'aide Facebook et qui vous apprend pas à pas à faire tout ce que Jean-Jérôme vient de vous montrer. Et puis, vous pouvez regarder le replay. Et puis, n'hésitez pas, il y a un moment, puisque vous avez le temps, il faut vous dire que tant pis, vous allez y passer 1 heure, vous allez passer 2 heures pour faire votre première campagne. Et dites-vous que la fois d'après, vous allez passer 10 minutes à programmer votre campagne. Donc, c'est un premier effort à faire. Donc, pas d'inquiétude, c'est à la portée de tout le monde. C'est vrai que Facebook, ce n'est pas les champions du monde en termes d'ergonomie au niveau de leurs écrans. Il y a beaucoup de choses à faire. Même nous, quand on y va, on ne comprend pas qu'avec autant de moyens financiers, ils n'aient pas mis suffisamment d'ergonomes ou de gens pour simplifier les écrans. Mais c'est comme ça. Une fois qu'on a pris ses repères dans Facebook, ça va très vite à programmer. Donc, pas d'inquiétude. Thierry nous dit, est-ce qu'il y a une notice pour les nuls ?
Pas vraiment, mais on pourrait essayer, si on avait le temps, on essaiera de vous faire quelque chose pour vous mâcher un peu le travail. Et puis, bien sûr, vous aurez le lien du replay par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à y aller pas à pas. Tout à fait, c'est la logique de fond. Si vous vous sentez à l'aise avec, il faut vraiment tester. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, il existe tout un tas de petites formations disponibles. Voilà, je suis en train d'en faire aussi parce que je me rends bien compte que ça peut poser des problèmes dans ce sens-là. Donc, n'hésitez pas. Voilà, moi, je mettrai en ligne les choses sur Facebook, sur LinkedIn. Mais en tout cas, vraiment, mettez les mains dedans. Plus vous allez travailler, plus vous allez rentrer les mains dans l'outil, plus vous allez le comprendre, plus vous allez comprendre son fonctionnement. Et plus ce sera facile derrière pour vous de créer des publicités. Alors certes, en termes d'investissement, en ce moment, ça peut prendre du temps, mais je pense que c'est justement, alors ça je le répète beaucoup, si c'est bien un moment où on a un peu de temps, ça peut être celui-là pour pouvoir vraiment se former là-dessus et apprendre à comprendre. Vraiment se former en mettant les mains dedans, c'est vraiment la meilleure des solutions. Plus vous allez l'utiliser, plus vous allez comprendre, plus vous allez faire des petites erreurs, mais après vous allez les ajuster. Et on va rentrer sur la partie statistique qui vous permettra surtout de vraiment comprendre qu'est-ce que vous avez bien fait, qu'est-ce que vous avez mal fait et de voir un petit peu comment vous pouvez optimiser tout ça sur la prochaine campagne parce que en se disant, voilà, j'ai investi, on va dire 20 € ou 30 € sur cette première campagne, je vois un peu comment ça fonctionne sur cette publicité, puis après, à partir de ça, je vais modifier et je vais aller chercher, grâce aux statistiques que Facebook me propose, de comprendre pourquoi ça a fonctionné ou pas fonctionné. Donc, c'est vraiment ça. Ayez cet esprit un petit peu analytique. Je tente, je fais. Le web se développe comme ça généralement. Alors ça, c'est ce que je dis dans toutes mes formations en marketing digital. Le web avance de cette manière-là. On essaye, on met en ligne, on propose des solutions, on voit comment les utilisateurs les prennent en main et se comportent par rapport à ces solutions. Et ensuite, derrière, je les réadapte, je propose des nouvelles choses, je fais évoluer mon contenu, évoluer la mise en forme, évoluer mon ciblage, etc., etc., etc. C'est vraiment, on est sur une logique de step by step. Donc, ayez pas peur d'essayer de vous planter. Ça nous est tous arrivé. Je pense que les premières campagnes que j'ai pu mener tout a été avec un rendement assez limité, voire faible, voire pas du tout rentable. Et petit à petit, plus on met les bras dedans, plus on regarde un peu comment ça fonctionne, plus on se rend compte que on trouve assez facilement des efficiences et qu'on peut s'appuyer sur ces efficiences pour travailler tout le reste et gagner derrière en termes de ce qu'on appelle le coût d'acquisition. Donc, c'est finalement combien on va dépenser pour faire une vente derrière. Je pense que c'est une compétence qui est importante, la publicité, aussi importante, voire même plus importante que le community management, parce qu'on se retrouve vraiment dans une logique où de plus en plus, on va être obligé d'en faire pour drainer du trafic sur un site web, parce que les réseaux sociaux, comme je vous l'ai expliqué, sont de plus en plus enclavés sur eux-mêmes et font en sorte que l'utilisateur n'en sorte au minimum. Donc, on fait de la notoriété sur les réseaux sociaux, c'est important, mais pour faire la conversion, on va avoir besoin de plus en plus de publicité. Donc vraiment, je vous encourage à travailler dans ce sens-là et on va passer sur la partie statistique qui vous permet de comprendre un petit peu plus les choses. Alors là, on rentre dans cette logique de statistiques. Ça, c'est une page. Alors, je ne vous fais pas voir des captures d'écran parce que ça vous ferait voir tous les ID, etc. que là, j'ai masqué parce que c'est pour une discrétion pour mon client. Alors là, il s'agit d'un site web qui fait de la vente de bijoux en ligne. Là, je ne travaille pas tout le temps uniquement dans le tourisme, mais là, en l'occurrence, c'est un bon client avec qui on travaille régulièrement en ads. Vous voyez derrière, en termes de publicité, d'investissement publicitaire, là, on est sur les 7 derniers jours. Ça vous donne un peu les éléments. Bon, là, il y a on est à combien? Presque 14 000 € d'investissement en publicité sur les 7 derniers jours. Vous voyez ici que vous avez un ROAS, donc c'est retour sur l'investissement par publicité, qui est de 3,16, c'est-à-dire que 1 € investi en publicité, ici, lui a rapporté 3,16 € en chiffre d'affaires derrière. Sachant que ce chiffre est légèrement sous-estimé parce que Facebook ne va pas traquer les conversions des utilisateurs de Firefox notamment, et puis les utilisateurs qui vont faire une conversion suite à un sur votre site web a posteriori, etc., ou en changeant de device, ce genre de choses. Donc, c'est très important. Voilà, vous avez toute cette logique. Vous avez donc ici plusieurs indicateurs qui vous donnent les montants dépensés. Pardon, je me suis inversé. On est donc sur 4 400 € d'investissement et
14 000 euros de chiffre d'affaires qui est venu derrière grâce aux publicités. C'est mieux un ROI, là, oui. Hein? C'est un meilleur ROI, un meilleur retour sur investissement, quoi. Tout à fait. Dans ce sens-là, c'est mieux. Donc voilà, ça vous donne un petit peu la logique de fond. En tout cas, cette page-là, qui est la première page que vous allez avoir quand vous allez rentrer dans les statistiques, va vous permettre de comprendre voilà, sur toutes vos campagnes, combien vous avez dépensé, quel a été le retour sur investissement de chacune de vos campagnes. Voilà, pour le répéter bien, parce que c'est vraiment l'élément le plus important à comprendre, ce ROAS, c'est pour 1 euro, combien la campagne m'a rapporté. Donc, c'est un coefficient tout simple. Donc, quand j'ai investi 1 euro, que la campagne m'a rapporté 1 euro de chiffre d'affaires, je suis rentable sur la campagne, mais comme j'ai des frais annexes, je suis peut-être pas tout à fait rentable. Et à vous de définir par rapport à votre business. Quand je vends 1 euro de CA, vous connaissez tous votre business normalement. Vous savez à peu près combien vous avez de marge sur coût variable. Ça va vous permettre d'estimer globalement combien vous allez vendre et à quel point la campagne va être rentable pour vous ou pas sur vos ventes. Là, par exemple, si on prend ces chiffres, si je suis un propriétaire d'hôtel ou de maison d'hôte, je vois que j'ai dépensé donc 4 426 euros, que j'ai généré 13 983 euros. Donc, si je divise ce montant par le montant généré, c'est comme si j'avais dépensé 32% pour générer mes réservations. Donc, effectivement, par rapport à des commissions que j'aurais payées à Booking ou à Airbnb ou à Expedia de 20%, je suis 12 points au-dessus. Si je suis simplement dans une logique de conversion. Donc, je me dis, tiens, je ferais mieux de filer la commission à Booking parce que finalement, ça me coûte plus cher quand je fais mes propres campagnes. Là, c'est toujours pareil. Si on a des campagnes au départ qui sont des campagnes de notoriété et qui sont des campagnes pour acquérir du client en direct, du client local que vous allez pouvoir ressolliciter plus tard, ce n'est pas forcément déconnant, pardon pour l'expression, ce n'est pas forcément déconnant de dépenser un peu plus d'argent au départ en équivalent commission puisque c'est une clientèle sur laquelle vous allez peut-être pouvoir créer de la répétition plus tard. Donc ça, c'est pareil. L'avantage de ces campagnes que vous pouvez démarrer et arrêter à tout moment, dont vous pouvez définir plusieurs objectifs, ça vous permet de tester les biais sur lesquels vous pouvez avoir le plus d'efficacité. Si vous vous rendez compte que vos campagnes pour générer la réservation sont systématiquement sur des retours sur investissement négatifs, vaut mieux arrêter vos campagnes pour générer de la réservation et rester sur des campagnes de notoriété. À l'inverse, toutes les campagnes de génération de réservations qui ne sont pas rentables ne sont pas des campagnes qu'il faut stopper puisque ce sont des fois des investissements sur du moyen ou du long terme pour acquérir une clientèle en direct sur laquelle vous pourrez faire de la répétition. Donc, ça, ce sont des chiffres, des retours sur investissement qu'il faut analyser à la lumière des objectifs que vous avez fixés au départ. Et donc, c'est très important quand vous allez sur une logique de campagne sur Facebook, au départ, de savoir à quelle fin vous y allez. Voilà. Comme ça, vous n'êtes pas déçu à l'arrivée, ou en tout cas, les résultats que vous allez analyser vont s'analyser à la lumière de votre objectif de départ. Voilà. Tout à fait. Pour sortir un petit peu de la logique d'analyse de Facebook, là, si quand on travaille dans cette logique-là, on sait que, grosso modo, sur l'entreprise avec laquelle on travaille, sur un ROAS de 3,7, on est sur un ROI qui est autour des 4,8. Donc, en fait, finalement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Facebook ne va pas pouvoir analyser complètement toutes les ventes générées par votre publicité parce qu'il va ignorer toutes les ventes qui sont faites avec le navigateur Firefox, notamment, parce qu'il va ignorer toutes les ventes des utilisateurs qui ont vu votre pub sur une plateforme ou sur mobile et puis qui ont acheté derrière sur desktop, donc sur ordinateur. Voilà. Donc, on a tendance à rajouter 1 à 1,5 points assez facilement par rapport au véritable ROI de la campagne. Donc là, on se retrouve avec quelque chose qui est quand même beaucoup plus efficace. Encore une fois, ça dépend vraiment de vous, de vos marges dont vous disposez sur votre activité et à vous de la peaufiner pour voir quelles sont les campagnes qui sont les plus intéressantes ou pas dans un sens ou dans un autre. Quoi qu'il en soit, l'intégralité de ces chiffres, on peut rentrer encore un petit peu plus dans le sujet en se disant, voilà, typiquement là, je suis sur mes ensembles de publicités, donc je peux travailler mes ensembles de publicités pour voir un peu si elles sont efficaces ou pas. Puis je peux rentrer directement à l'intérieur de mes ensembles de publicités pour voir chacune des publicités que j'ai mis
pour voir quelle était la plus efficace ou pas. Donc là, je me retrouve avec des chiffres qui divergent un petit peu et c'est ça qui est important, surtout quand vous allez commencer à créer plusieurs publicités, c'est de vous dire, OK, ben, j'en crée plusieurs, comme ça, j'en ai qui sont plus efficaces, j'en ai qui sont moins efficaces. Je ne vais pas pouvoir l'évaluer en amont, mais une fois que je l'ai lancé, je vais pouvoir me dire, OK, ben, quand j'ai fait cette vidéo plutôt de cette manière-là, ça sera plus efficace qu'une autre, etc. Et voilà, je vous ai juste donné un petit peu à côté un visuel de la vidéo qui a été créée pour cette publicité-là. Grosso modo, l'idée est là. Voilà, j'ai à peu près fini sur cette présentation. J'espère avoir été clair sur tout le processus. Est-ce que sur les statistiques, on a des questions? Est-ce que tu as des choses qui s'affichent de ton côté, Bruno? Alors, oui, non, des questions, non, j'ai répondu à pas mal de questions et Frédéric pareil. Donc, bon, les questions, c'était, je pense que c'était un besoin de résumer, c'est de dire, premièrement, n'oubliez pas donc de partir de ce que vous voulez atteindre comme résultat, quel type de professionnel vous voulez, quel type de client, pardon, vous voulez atteindre, ça c'est un premier point. Deuxièmement, donc créer vos audiences, installer votre pixel pour pouvoir tracer le résultat de vos campagnes et n'hésitez pas dans les périodes actuelles à tester différents types de campagnes, à créer du matériel à travers des vidéos, des choses un peu sympas. Il y a le fond, il y a la forme, donc ça c'est essentiel. J'insiste, vous pouvez, donc Jean-Jérôme, tu as dit que tu allais mettre en place des formations. Moi, je relayerai tes formations et tes inscriptions en formation. Bien sûr, je sais qu'elles seront payantes, mais ceux qui voudront les payer, ils pourront y aller. Donc, on se fera l'écho tes formations parce que tu es très pédagogue, qu'il y a beaucoup de demandes. On nous demande, par exemple, est-ce qu'en termes de périodicité, c'est Sonia qui nous dit, sachant qu'en saison, nous n'avons pas forcément beaucoup de temps, est-ce qu'il faut continuer à faire des campagnes? Alors, tu vas faire peut-être une réponse sur la partie programmation des campagnes, mais je te laisse répondre à cette question. Tout à fait. Alors oui, effectivement, c'est comme les publications sur Facebook. On peut tout programmer à l'avance, décider d'arrêter une campagne, de la relancer, etc., etc. On a plein de solutions disponibles. L'idée de base est de se dire que finalement, quand j'ai des campagnes qui tournent régulièrement, j'ai un investissement qui peut s'alléger et je vais pouvoir les pousser de manière plus ou moins efficace selon mes périodes de réservation. Voilà, quand on est dans un business entre guillemets traditionnel qui ne va pas avoir de saisonnalité, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, on va laisser tourner tout le temps un petit peu ces publicités. Là, ça peut être intéressant justement de travailler sur les différentes périodes de réservation en amont. On sait que le mois de juin est une période de réservation, notamment pour l'hiver. Pour le public été, je te laisserai compléter, Bruno, parce que tu dois avoir des chiffres beaucoup plus précis dans ce sens-là. Voilà. L'idée est vraiment de travailler vos publicités selon les périodes, selon ce que vous voulez faire. Posez-vous la question de voilà, quel est votre besoin en tant que structure du moment et du coup, comment vous allez pouvoir travailler vos différentes publicités pour mettre en avant vos besoins. Sur la périodicité et notamment sur la haute saison, effectivement, on a vu des clients élois qui avaient, notamment dans l'hôtellerie ou des maisons d'hôtes qui faisaient des tables d'hôtes ou des cours de dégustation, utiliser beaucoup Facebook sur la haute saison pour drainer de la clientèle de vacanciers qui logeaient ailleurs, mais qui passaient du temps quand même sur les réseaux sociaux et donc inciter les gens à venir à leur restaurant, à leur cours de dégustation de vin. Donc, ils ouvraient ça à une clientèle beaucoup plus large, notamment sur la partie activité. Ça fonctionne très bien parce que les gens se décident au dernier moment en fonction de la météo, en fonction de leurs envies, en fonction des opportunités que vous allez leur transmettre. Donc, si vous êtes un hébergeur et que vous avez des prestations optionnelles ouvertes à d'autres que vos clients du moment, n'hésitez pas à communiquer pour faire venir des gens chez vous dans ces circonstances et ça crée de la visibilité à votre établissement et ça fait venir du monde chez vous qui aura envie de répéter derrière. Donc ça, c'est très important, il ne faut pas hésiter. Donc, investissez peu d'argent au début. Et puis, vous allez voir le retour que ça donne. Ne soyez pas déçus. Si vous faites de la publicité pour de la notoriété, le retour sur investissement ne se quantifie pas de la même manière que si vous attendez des réservations. Je lisais tout à l'heure également le témoignage. Alors, il y a beaucoup de témoignages, mais d'une de nos participantes qui dit depuis 2 semaines, je mets en pratique ce que vous nous dites et j'ai déjà reçu 3 réservations pour le mois de juin, au mois de juillet. Donc, super, continuez. Il faut tester les choses. Vous pouvez arrêter vos publicités sur Facebook quand vous le souhaitez. Et donc, ce genre de choses, ça peut booster à un moment donné un redémarrage. On nous parle de Google.
Donc Google, c'est un sujet qu'on abordera demain. Je vais vous donner la liste un petit peu des interventions pour les prochains jours. Et puis à ce stade, je souhaitais, comme tous les jours à ce moment-là, qu'on applaudisse les soignants, les forces de secours, les DMO aussi qui travaillent à redémarrer cette saison, et puis vous tous, professionnels du tourisme et des loisirs, qui allait devenir cette troisième ou quatrième ligne chez qui les Français vont se précipiter parce qu'on va tous avoir besoin de se déconfiner et d'être chouchoutés. Donc on peut applaudir les professionnels. Donc voilà, on a vu les questions-réponses. On relèvera. Merci de tous vos messages, y compris par rapport à mon coup de gueule du début. Merci, merci de votre soutien. On se bat tous, on est tous sur la même ligne. Et merci à tous nos copains dans les DMO, dans les offices et les CDT avec qui on travaille, même ceux avec qui on ne travaille pas, qui nous ont rendu témoignage de tout ce qu'ils font. On sait qu'il y a des gens qui sont vraiment en contact. Et comme toujours, il y a ceux qui sont au feu, puis il y a les planqués. Donc les planqués, on s'en fiche pendant les temps qui courent. Nous, on se bat avec ceux qui sont sur le terrain et on les félicite, quelle que soit leur position. Donc, merci Jean-Jérôme, toujours des conseils aussi précieux, toujours pédagogue. N'hésite pas à nous faire part de tes MOOC en ligne, de tes conférences en ligne et on les relaiera parce que je sais qu'il y a beaucoup de public qui vont les suivre. Nos prochaines sessions de travail, donc demain, on va parler de publicité locale justement sur Google My Business entre autres et de référencement local avec Alexandra Perrin et Benjamin Baloche qui seront là de l'agence Plume, qui sont des spécialistes de la publicité locale pour les hôtels, les campings et les maisons d'hôtes et qui connaissent ça par cœur et qui vont pareil vous expliquer comment trouver les bons réseaux et les bons réflexes en matière de référencement naturel et de publicité ou de mise en relation sur Google. Alexandre et son épouse, mais aussi vous, on vous appelle propriétaire de maison d'hôtes ou d'hôtels, de petites hôtelleries, à rendre témoignage de ce que vous faites. Alors, Alexandre viendra nous parler, lui, de la veille qu'il a faite en tant que propriétaire de maison d'hôtes sur comment se faire aider, comment relever la tête, comment mettre en place tous les mécanismes d'assistance aux entreprises du tourisme. Donc, c'est vraiment très intéressant de participer. Et puis, si vous avez envie de prendre la main là-dessus et de nous faire part de vos remarques, n'hésitez pas. Je vais donner la parole ensuite. Je crois que c'est Cécile qui veut prendre la parole. Donc, Cécile, vous pouvez prendre la parole, il n'y a pas de problème. Et je termine simplement pour dire que notre troisième invité sera Christophe Boniface, le directeur, le patron du commerce, patron commercial, directeur commercial de la NCV, et qui viendra nous parler du nouveau chèque vacances dématérialisé dont Eloi est un des partenaires, qui va être mis en ligne dans les prochaines semaines et qui vous permet en particulier de recevoir votre argent plus rapidement. Donc voilà, vous pouvez prendre la parole à ce stade. Je crois que c'était… donc, on avait une discussion avec Cécile. Je ne sais pas si Cécile est en ligne ou pas. Il faut activer son micro. Activez votre micro, Cécile. Non. Bon, donc là, apparemment, on a un petit souci technique, mais bon, ce n'est pas grave. On relèvera ce que Cécile voulait nous dire. Donc, vous pouvez participer, vous pourrez prendre la parole en tant que propriétaire d'hôtel, de camping, de maison d'hôtes. Ce qui est important, c'est de faire part de vos témoignages pendant ce Covid et ce que vous mettez en place, ce que vous préparez, et mais aussi toute la veille qu'Alexandre a faite et qui est très précieuse. Donc, la NCV jeudi. On parlera également de tout ce qui relève de la gestion des flux dans les lieux touristiques après le Covid, puisqu'on sait très bien que certains équipements de loisirs vont ouvrir avec des capacités d'accueil volontairement réduites pour rassurer les clients sur des parcours de consommateurs sur lesquels on ne va pas s'agglutiner les uns aux autres. Donc, cette gestion des flux, elle peut vous intéresser aussi. Et un certain nombre de patrons d'établissements touristiques seront là pour en parler. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes montés à quasiment 350 pendant cette conférence, Jean-Jérôme. Merci de tous vos messages, de soutien. On reste sur le pont, on reste mobilisé auprès de vous. On vous souhaite un bon courage, une bonne journée et aussi un bon appétit. Au revoir. Bon appétit. Merci Bruno.